Harry, bonjour, énergie totale. Oh là là, je fais les choses à l'envers. J'ai très peu dormi cette nuit, d'accord? Donc, on est cool avec moi. Est-ce que vous m'entendez? Non. Ah, alors, j'avais prévu ce soir de faire un truc. C'est de commencer mon stream en parlant, en faisant semblant que le micro marchait pas. Et genre, j'aurais parlé, j'aurais pas fait attention au chat. Et à un moment, il y aurait eu un bruit extérieur et vous aurez compris que c'était une farce. Voilà. Parce que parmi toutes les farces que je fais, et je vous dis bonjour dans une seconde, il y a une farce que je trouve très très drôle, et Nico Pong, je te fais un bisou. Il y a une farce que je trouve très très drôle, c'est quand ma femme, j'ai l'impression de parler de ma femme comme Colombo, et tu sais, à chaque fois je la bolosse. Quand ma femme elle écoute de la musique avec son casque, je me mets près d'elle et je lui parle comme ça. Tu vois. Et elle dit, je sais très bien que tu ne fais aucun bruit. Et là, je me mets à parler tout doucement, je fais blablabla, féminisme, blablabla. Et elle entend un petit peu, tu vois, elle sait pas trop. Donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que je vous souhaite bonjour Poletto, le graphiste. Bonjour, alors Poletto, que vous voyez là, c'est lui qui a fait toutes les émoticônes, je crois que c'est lui, j'espère. Sinon, je n'ai plus aucun souvenir, je suis fatigué. Mais je crois que c'est lui, donc vous pouvez faire big up. Et si c'est pas lui, bah il aurait eu un big up gratuit, donc c'est cool. Flefleux, Monsieur Bramar, le douteux, ah, un nouveau. Chernobog, Ograma, alors Ograma, ça me dit. Ah oui, Ograma, c'est une meuf dans Game of Thrones, mais c'est un mec du stream. Gimixo, alors Nico Pong, bien sûr, Nico Pong a sauvé la mise. Emily qui vient de terminer de regarder Total Recall, quand même, c'est un peu violent, mais bon, ok. Théoter Plash, Flaubert, non, Flaubert, on dirait, Flaubert avec un O, un 0, Momoui, voilà, putain, Vous pouvez pas vous appeler Fibre Tigre, genre, vous voyez, lune virtuelle, c'est correct, il y a un peu trop de syllabes, mais... Homona... Ah, Déborah. C'est Déborah. Moi, j'aime beaucoup Déborah, c'est une Kalitos aussi, elle vient dans les camps. Je suis content de te voir. Nabix, Osé, Grillux. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de Terriller ce soir. Franchement, on est bien. Hein. Voilà. Il y a ni Minamiols. Vraiment, la soirée va bien se passer. Alors, je suis un peu fatigué. J'espère que vous serez sympa avec moi. Est-ce que vous avez passé 2 bonnes journées? Est-ce que je vous ai manqué hier ou pas? Ou alors, non, mais vous avez regardé le stream en fait hier. Peut-être de qualité. Vous étiez là? Vous étiez sur qualité? Non? Ah, Marie-Lily corrige. C'était pas du tout Total Recall, c'était Hongbak. Ouais, génie stable, c'est moi, tout à fait. Ah, mais alors, Leander, t'es l'autre Leander. Dis-moi, Leander, ton pseudo, est-ce que ça a rapport avec le jeu des Bitmap Brothers? Je crois qu'il s'appelait Leander. Je suis pas certain. Aito Yami. Mais non, c'est juste que. Voilà. Ah, vous m'avez vu hier? Bon, c'était cool. C'était pas mal. La première heure, ouais, c'était cool. C'était dur, hein. Franchement, je veux dire quelque chose. On va parler de vacances, ne vous inquiétez pas. Mais hier, j'arrive, et tu sais, on s'est dit, d'habitude, le rendez-vous, c'est 20h30. Mais là, on s'est dit, y a Nico Ponk qui va installer le truc, y a Mass Material, tout ça, vous savez quoi? On vient à 20h. Comme ça, à 20h30, on est lâché. À 22h30, on va au resto, on sera bien, tu vois. Donc déjà, j'arrive, c'est le bordel, tout le monde parle. Et j'arrive à 20h02. Donc j'étais presque là à l'heure. Tout le monde est là. Tout le monde était à l'heure. Et on a fait que papoter. Et comment ça va? Et tu sais quoi? Je vais aller acheter des mojitos. Et des 7-Up mojitos. Et moi, tu sais quoi? Ramène-moi des tourtelles. Voilà, c'est long. Et Nico Pong. Alors, Nico Pong, vous avez vu hier, j'ai voulu. Enfin, l'installation du stream, c'était le bordel. Bref. Et c'était cool. Alors, il n'y a pas eu la censure, c'est la Freebox de l'âme à sauter. Voilà. Toujours pareil, hein, la Freebox. Hein. C'est-à-dire, la Freebox, ça marche. Et à un moment, ça marche plus. C'est tout. Voilà, donc. Mais c'était cool. C'était cool. Ah, bah, super, au Gramma, ça me fait plaisir. Bah, ouais. J'aime. Bah, il y a pas mal de. Enfin, je fais absolument zéro pub pour mon compte YouTube. Pourquoi? Parce que j'en sais rien. Parce que, je sais pas, en fait, on est entre potes là, c'est cool. Donc, je préfère, on va dire, avoir enfin, je sais que je vous fais des louanges. Et c'est un peu le game. C'est-à-dire, évidemment, si je vous dis que vous êtes des génies stables, par exemple, vous allez revenir souvent sur mon stream parce que vous êtes là. Genre, Padel, il va dire oh putain, yes, je vais encore avoir un compliment gratuit, tout ça. Et, mais ouais, en fait, vous êtes, sans trop vous sucer la bite, vous êtes plutôt cool. Vous êtes une communauté qui est bien. Si demain, effectivement, ça explose,
Alors, c'est une communauté qui est bien et elle grossit petitement. C'est-à-dire, je pourrais faire un tweet en disant, hey, venez, je fais un stream tous les soirs et tout. Mais là, et les gens, les nouveaux qui viennent, soit ils sont un peu toxiques trolls, ils sont bannis. Soit les gens qui viennent, ils disent, ah, mais il y a bonne commu ici, tout ça. Et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Donc, voilà, c'est ça. Nila, elle aime bien les compliments. Voilà. Je suis bon en compliments. Parle-en à Terry Lair. Non mais je vous troll aussi. Non, par contre j'essaie de retenir un truc sur chacun d'entre vous, tu vois. Par exemple Inoto il vit à Marseille, tu vois. Voilà, Minami Halls par exemple. Ah putain Minami Halls il est là. Oh, putain. J'étais bien pourtant. On était bien hein. Il manquerait plus que Terry Lair arrive. Voilà. Donc ouais les lions ils aiment les lions ils aiment bien les compliments. Non mais tout le monde aime les compliments. Mais les lions ça c'est comme si tu leur mettais de la drogue, tu leur injectais de la drogue dans le cerveau quoi. Voilà. Donc ça c'est best commu. Moi j'ai un Discord, nickel. Enfin pour l'instant je touche du bois. À un moment on va grossir, on sera trop gros, mais en vrai ouais c'est cool quoi. Voilà. Ok. Tiens j'ai des petits trucs à vous montrer, des petits trucs cool. Déjà j'ai une petite question. D'après vous, là vous voyez j'ai commencé le stream à 21h15. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir? Mais je vais vous donner un indice. J'ai mangé quelque chose en regardant quelque chose. Donc, il faut deviner ce que j'ai mangé parce que vous allez pénétrer ma psychologie et regarder qu'est-ce que j'ai regardé à la télé. Voilà. Ça, c'est, alors, est-ce que j'ai mangé des pâtes? Non, des frites, on y est presque. Presque des frites. Voilà. Des sushis, non. Alors, Nabix, alors, des raviolis, non. Des sushis, c'est pas possible parce que je suis à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse, 15 000 habitants. Bar-le-Duc, il y a 0, c'est-à-dire 1 plus moins 1, 0 restaurant japonais. C'est impossible de manger des sushis. C'est-à-dire que s'il y a une question de vie ou de mort et que seul un sushi peut te sauver, eh ben tu peux pas manger de sushi à Bar-le-Duc, tu crèves, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Voilà, bref. Alors j'ai pas mangé de sushi. Purée saucisse. Tu crois vraiment, moi Minami Halls, mais j'en peux plus de Minami Halls. Red Jazz il dit quoi? Des chips? Des chips? Non, j'ai pas mangé. J'ai mangé des chips à midi. J'ai mangé des chips Market Spencer à midi. Un kebab, monsieur Bramar, il a marqué un point. Devant un animé, non. Même si j'ai évoqué l'idée de regarder Rurouni Kenshin. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Non, t'inquiète. Il y a zéro. Le japonais le plus proche, c'est dans une ville à côté qui s'appelle Saint-Dizier. Une pizza aux ananas. Non, arrêtez de parler de bouffe. On a déjà dit que c'était. Ah non, excusez-moi, vous n'avez pas trouvé. Il y avait des frites et autre chose. Ouais, j'ai regardé un truc sur Netflix. Alors, un kebab, voilà, c'est ça. Un kebab. Je crois que je l'ai dit quelque chose. Non, c'était pas un animé, oubliez. Alien Theory, non. Non, en fait, vous trouverez pas. Alors, si je vous donne un indice, c'était un film dans lequel les gens se battent. Voilà. C'est un film, donc c'est pas The Good Place. Colombo, non. Ah, c'est intéressant, Colombo, Nabix. Il a pénétré ma pensée. Non. Non, alors, c'est un film. The Old Guard, c'est un film, non. Allez, ça aurait pu être Rocky. Effectivement, ça. Ah, ça aurait pu être The Raid. The Raid, on s'approche. C'est dans un pays où se passe le film The Raid. On s'approche. C'est pas Fight Club. Bagarre the Movie. Arrêtez de dire The Old Guard, Lidl Toilet Paper, non, Extraction. C'était sur Netflix, Monsieur Spook. Alors c'est presque Hong Bak, nous dit Gimmick 0, c'est presque Hong Bak. Presque, ok. Je pourrais même donner un point à Gimmicks là, mais... à la poursuite de la levure boulangère. Non, c'est pas Hong Bek non plus, c'est pas la peine de tricher. Non, c'est pas Ip Man. Et voilà, il a compris, c'est Hong Bak 2 que j'ai regardé parce qu'il n'y a pas Hong Bak 1. Et j'aimais vachement Hong Bak 1. Je sais pas si vous avez vu Hong Bak 1, mais je trouve que alors, pour un film de baston, c'était assez cool. Parce que Hong Bak 1, je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire c'est un village indonésien. Et t'as des trafiquants d'antiquités qui volent la statuette la tête d'une statue qui est protectrice du truc. Et lui, c'est un paysan et c'est genre un indien dans la ville, mais costaud, tu vois. Et je trouve ça assez cool. Ah, il est vachement bien. C'est un film qui a été importé par Hugues Besson, la EuropaCorp. Et en vrai, c'est un bon film, tu vois. C'est un film, comment
comment dire, ouais, t'as ce côté, t'as un paysan indonésien qui va à Hong Kong ou je sais pas où, tu sais, il est paumé, et le seul truc qu'il sait faire, c'est se battre, tu vois. Et donc, les combats sont bien, et c'est un beau film avec du budget, mais alors, Hong Bak 2, non. Hong Bak 2, c'était cliché, c'était pas bien, c'était violent, il tue des gens. Moi, j'aime pas, j'aime bien, j'aime bien cette philosophie du karaté qui est de dire, ou du karaté, ou de sport de combat qui dit, je ne me bats que si nécessaire, et pendant le combat, j'essaye de ne jamais tuer. Tu vois. Et Hong Bak 2, ça commence cache par d'autres trucs, donc ça m'a pas trop plu. Voilà. Et Oncle Bak, non. Tony Jaa, Tony Jaa, c'est le mec de The Raid. The Raid, il est incroyable, et The Raid 2, il est incroyable. Il est 2 fois plus incroyable. Par contre, The Raid 2, il est trop long. Voilà. Moi, j'aurais adoré The Raid 2. On va dire qu'ils en fassent 4 films, tu vois. Genre, est-ce que vous avez vu dans The Raid 2 la scène dans le métro avec la meuf au marteau? Elle est incroyable, la meuf avec les marteaux. J'ai adoré. Ouais, c'est hyper violent. Ouais. C'est hyper violent. Voilà, putain, voilà, c'est ça. La meuf avec déjà, enfin, rien que pour cette scène, le film, il est. Mais rien que pour, genre, même pas la scène, genre, juste la meuf, le plan avec la meuf, elle a 2 marteaux dans les mains. Et il y a tous les mafios au fin fond du métro. Et elle va tous se les faire avec les marteaux, là. Waouh, il est ouf. Voilà, j'ai adoré. Non, il est trop bien. Il est trop bien. Et en plus, je voulais pas voir la suite parce que je me suis dit, ça y est, elle va. Tu vois, en plus, un marteau, il y a un côté plat et un côté pointu, tu vois. Alors tu te dis, enfin moi, tu vois, si je devais taper quelqu'un avec un marteau, je prendrais plutôt le côté plat, tu vois, parce que je me dis, bon, je vais peut-être l'assommer comme ça. Mais non, elle va utiliser le côté pointu, tu vois, c'est vraiment. Tu sais que ça va être. Voilà, la séquence dans la boue, ça me dit rien. Par contre, la séquence dans The Raid 2. The Raid 1, le concept est hyper fort, c'est un. Comment ça s'appelle? C'est un piège de cristal à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, The Raid 1, t'as un mafieux qui vit dans un immeuble plein de mafieux au cœur de Jakarta, tu vois. Et t'as un groupe de policiers qui en a ras-le-bol de ce mafieux et ils disent, tu sais quoi, on y va et on se le fait. Et donc il y a ce côté, on va rentrer dans l'immeuble et il va y avoir des ennemis, des boss, c'est un peu un jeu vidéo, tu vois, ça rentre, il y a des idées visuelles assez dingues. Et donc c'est palpitant. Là, The Raid 2, ça a pas trop de rapport. C'est plus un les infiltrés. C'est-à-dire c'est un flic qui se fait passer pour un voyou, pour infiltrer les voyous et arriver au parrain et le tuer. Donc c'est un peu la même chose, mais un peu différent aussi. Mais t'as des comment ça s'appelle? T'as des méchants, des boss en fait, des mini boss comme dans un jeu vidéo, qui ont tous des pouvoirs. T'as donc la meuf au marteau, son frère il se bat avec une batte de baseball et une balle, tu vois, c'est-à-dire il tape pas avec les gens avec la batte, c'est que il lance la balle, paf, et il tue un coup de balle de baseball, tu vois, donc à chaque fois ils ont des pouvoirs un peu bizarres mais c'est un peu long, voilà, c'est un peu long quand même, voilà. Mais voilà, la scène dans le couloir rouge, ouais, il y a des trucs The Raid 0, non, ça c'est assez drôle, ouais. J'ai compris la blague. Ouais, alors Oldboy, je suis pas hyper fan parce que je trouve que le concept est fait froid dans le dos, tu vois. Moi, Oldboy, enfin, je comprends l'idée, mais pour moi, c'est trop radical, quoi. Ça me fait un peu froid dans le dos. Donc, j'ai regardé ça ce soir, et figurez-vous que ça me faisait chier. Donc, ensuite, j'ai mis sur YouTube la scène. Alors, je sais pas si vous vous souvenez la scène de Chuck Norris contre Bruce Lee dans le Colisée, là. Ça vous dit quelque chose ou pas? Où t'as Bruce Lee qui fait wah, 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 comme ça. Et au début, tu sais, t'as genre, il se craque les doigts comme ça. Et enfin non, il y a Chuck Norris qui commence à se craquer les doigts et là Bruce Lee il se craque les doigts aussi. Puis après il se craque tout le corps, tu vois, comme ça, c'est assez drôle. Et oui, il y a le chat effectivement et les poils de Chuck Norris. Et il se tourne. À un moment, c'est incroyable. On voit vraiment que c'est un autre monde parce qu'aujourd'hui, les hommes, même dans les reconstitutions historiques, les films de chevaliers, ils n'ont pas un poil sur le torse. Et là, Chuck Norris, il se tourne, il est torse nu et il a des poils, genre sur les omoplates. Mais incroyable, quoi. Bref. Toujours est-il que j'ai vu cette scène. Après, j'ai mis un tournoi de kendo. Vous voyez ce que c'est le kendo ou pas? Donc c'est ce sport japonais où tu sais ils ont un comment ça s'appelle
bah, un sabre en bambou là, il se tape sur la tête avec ou il vise la gorge. Et c'est marrant parce que tu sais, il se touche un peu les, les sabres là en début. En fait, genre, le kendo, quand tu regardes un combat de kendo, franchement, je pense que c'est pour ça que ce sport n'a pas pu s'exporter en Occident. Ils se touchent le sabre là pendant 2-3 minutes. Ils font comme ça, hein, tu sais, vraiment, ça c'est les sabres. Ils font ça. Hop, 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 hop. Puis à un moment, il y en a un des deux qui s'énerve. Mais c'est un peu comme ça l'escrime aussi, tu sais, il se cherche un peu. Mais l'escrime c'est un peu mou, tu vois. Et puis l'escrime, il y a ce côté, il plonge en avant. Tandis que là, à un moment, effectivement, c'est très subite. Paf, il frappe d'un coup. Ça dure une demi-seconde, quoi. Voilà, je sais pas comment ça marche l'escrime. Ouais. Il y a mais c'est marrant parce que l'escrime et le kendo, c'est vraiment deux univers qui sont développés complètement à part dans deux bulles différentes. Mais c'est deux univers où tu as une épée, tu essaies de tuer ton adversaire. Finalement, c'était ça à la base. Et ils ont la même approche du duel. C'est-à-dire, tu as ce côté, on est vraiment face à l'un contre l'autre, on est concentré sur l'autre. Et à un moment, l'un des deux va attaquer. Et si son attaque passe, il gagne. Si elle passe pas, c'est l'autre qui va gagner. C'est vraiment super fort, quoi. Ça a coupé chez vous en milieu du kendo. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait une association de pensée. Je me suis dit, je me demande s'il y a des tailles de pénis différentes dans tous les pays du monde. Et j'ai mis une vidéo sur les différentes tailles du pénis. Alors j'en ai mis une première, quand vous tapez penis size in the world comparison, tu vois, sur YouTube, j'en ai mis une et il y avait genre, alors il y avait, je sais pas, une bite, tu vois, et il y a marqué un pays, genre, je sais pas, le Koweït, tu vois, Koweït. Alors, ce qui est chiant, quand t'as un truc avec le Koweït, c'est que tu dis, putain, ils vont faire que les pays hyper petits, tu vois. Moi, je voulais avoir les grands pays, tu vois, les puissances mondiales, hein. T'avais un pénis qui grossissait, mais le problème, c'est que t'avais une musique techno qui était insupportable. Et du coup, j'en ai mis une autre. Et là, c'était assez compliqué parce que ça commençait par le plus gros, c'était Angola. Et ça descendait et c'était un graphique qui descendait. Tu vois. Alors moi, j'attendais qu'un truc, c'est la France, la France, la France, tu vois. Et ça rétrécit. Et la France, ça n'y arrive jamais, tu vois. Je dis, ils ont pas mis la France en dernier, quoi. C'est des Anglais, tu vois. Ils nous détestent en fait. Et je me tape toute la vidéo qui dure, je sais pas moi, 10 minutes à regarder des pays dont j'ai rien à branler. Et il n'y a pas la France. Voilà. Donc j'étais un peu deg. C'était. Non, mais j'ai pas de problème. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous savez comment ils mesurent la taille du pénis ou pas? Je sais que je vous parle un peu de ça parce que je vais vous manquer, parce que je vais partir en vacances. Il n'y aura pas de stream pendant une semaine. Donc est-ce que vous savez comment on mesure la taille? Parce que quand on dit par exemple, alors j'ai vu un chiffre, c'est en Amérique en gros, parce que les Américains sont sensibles je crois sur le sujet. En Amérique, le pénis il fait environ 15 cm de long. C'est beaucoup, hein. Je dis pas ça parce que la mienne fait moins ou plus que 15 cm. Je dis juste que 15 cm, c'est pas mal quand même, hein. Donc, moi je peux pas vous dire la taille de la mienne, hein. Je sais pas. Je sais que j'ai des petites mains. Je sais pas si c'est un rapport à. Je trouve que j'ai des mains plutôt de taille normale. Mais bon, bref. Donc, toujours pour vous dire que. Comment ils mesurent ça? Parce que, est-ce que c'est la taille au repos? Ou la taille, tu vois, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Alors, Vanivan dit, c'est forcément en érection. Mais D'accord, mais comment ils font? C'est-à-dire, comment ils font pour mesurer 1000 personnes aux États-Unis en érection? Entre la mesure par un médecin et l'automesure, il y a 4 cm de différence. Comment tu sais ça, toi, lune virtuelle? En fait, ils font un truc. C'est qu'ils tirent la peau du pénis. Voilà. Ils tirent, vous savez, c'est la peau qui entoure le pénis, elle est élastique. Ils la tirent au max et de la mesure. Voilà. Mais c'est de l'automesure, donc du bullshit. Mais non, mais c'est vrai que. Mais non, alors c'est intéressant parce que, imaginons, on demande à tous les pays du monde de se mesurer la bite et on dit automesure, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aurait pas la taille des bites selon les pays, mais on aurait la taille des mecs qui se la pètent, tu vois. Pour qui la taille ça compte, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, là dans le classement, les Italiens ils étaient très bien placés. À mon avis, les Italiens, tu vois, c'est un peu comme les Français, hein. Je pense qu'ils ont dû dire ouais, moi j'en ai une grosse, voilà. Donc non, tu tires vers le bas. Et je pense qu'en plus, tu vois, je crois qu'il y a des gens qui trichent. C'est que, imaginons, on te mesure, tu l'as en érection.
euh, est-ce que tu mets la règle graduée dessus ou dessous? Tu vois, c'est rien à voir en termes de taille. Si elle est courbe, est-ce que tu mesures la corde de l'arc ou la taille de la courbe? Vachement compliqué, tu vois. Donc, eh ben non, une auto, on voit le Marseillais, hein, dessous, tu vois. Non, mais non, pas du tout. Par dessous, tu gagnes 8 cm, ça va, et ça marche pas. Les mecs, ils trichent de ouf, elle rigole. Et non, non, mais c'est pas possible. C'est. Voilà. Est-ce que les hommes de ce chat, ils se l'ont déjà mesuré ou pas? Et moi, j'avoue, je l'ai jamais mesuré. Tu vois. Non, je l'ai jamais mesuré! Je l'ai jamais mesuré. J'ai même pas de double décimètre à la maison. Qu'est-ce que je mesure? Et encore un double décimètre, peut-être il faudra un triple décimètre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout le monde l'a fait. Osez, rassure-toi. Mais non, moi je suis pas né en 1991, hein. Ah, il a perdu depuis Vanivan, le pauvre. Ah, tous les hommes ils ont mesuré. Ah, on est obligé pour être modo chez Manifera. Ah, l'une virtuelle a déjà mesuré le pénis d'un autre. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit. Ah oui, c'est pour ça ton truc de 4 cm. C'est-à-dire que le mec t'a dit j'en ai une de 19, t'as mesuré, ah bah non, c'est 15, mec. Je suis désolé, hein, je suis désolé. Est-ce qu'on peut parler de la différence entre grower et shower ou pas? Est-ce que vous connaissez? Non mais après je clôt le débat. Non mais parce que je reviendrai de vacances et je vous jure qu'on en parlera sérieusement, d'accord? Mais est-ce que vous connaissez? Mais quoi? C'est intéressant. Mais ça se trouve, je décoince. Si tu le trouves, regarde, comment ça s'appelle, par exemple, imaginons Terry Hiller, il pense qu'il a une petite bite, tu vois, imaginons. Et ben hop, je le décoince, je dis, tu vois, tout va bien, il n'y a pas de problème, voilà. Donc, vous savez ce que c'est les growers ou les showers ou pas? Vous savez pas ce que c'est? Arrêtez. Non, alors, t'as des gens qui ont un pénis au repos qui est plutôt gros, plutôt long, tu vois. Ce qui fait que quand il est en érection, la taille de différence entre le repos et l'érection n'est pas importante. Et t'as non, ça c'est les showers. Et les growers, c'est des gens qui ont un pénis au repos dont la taille est vraiment très différente de la taille en pénis en érection. Voilà, c'est deux écoles différentes. Ce qui fait qu'en fait, quand t'es un shower, tu vois, tu te dis, ok, par exemple, mon pénis au repos et mon pénis en érection, et c'est genre, je sais pas, 5 fois plus gros, tu vois, vu le nez, j'en sais rien, tu vois. Quand tu vois un grower, tu dis ah putain, mais le mec, il aura une bite énorme, tu vois. Mais non, en fait, pas du tout. Voilà. Donc, l'amplitude érectionnelle, exactement. Tu vois, voilà. Donc, la technique, je suis grower, c'est ça. Inoto, il est grower, tu vois. Ah ben, alors, un rapport avec la corpulence, et après, je clôt le sujet, on va passer à des choses qui sont plus. Je me suis toujours dit, si on maigrit, parce que j'aimerais bien maigrir, mais si on maigrit, on perd de la graisse sur tout le corps. Donc, il y a peut-être une fine couche de graisse autour du pénis, ce qui fait que ton pénis va rétrécir, tu vois. Et en fait, pas du tout. Quand tu maigris, ton pénis ne bouge pas. Ce qui fait que, comme tout ton corps rétrécit, ben, ton pénis a l'air plus gros. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous n'êtes pas au courant? Mais non, mais c'est des vraies questions. Je trouve que le niveau, il est bien plus gros que quand on parle kebab, par exemple. Voilà. Moi, vous saurez jamais rien sur mon pénis. Je fais ce channel uniquement pour avoir des dossiers sur vous, des dos. Comme ça, je dis ouais, la commu, on est super sympa, mais en fait, je connais tout de vous. Et je fais des colottes après, je dis ouais, terrier, voilà. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le pénis a l'air plus gros? Alors, lune virtuelle, pour les femmes, rien. Mais pour les hommes, c'est très important. Parce que nous, les hommes, tout ce qu'on fait dans la vie, quasiment tout, c'est vraiment rapport à la taille de la bite. Vraiment. Ça, je pense que c'est un truc, le jour où vous l'avez compris, je vais même dire un truc, moi mon conseil que je donnerais à des personnes, hommes ou femmes, qui veulent manipuler des hommes. Okay. Si vous voulez vraiment faire des hommes votre petit toutou, je vais vous donner un exemple. C'est que parfois, je fais quelque chose de bien, par exemple, je sais pas, je fais un truc vraiment très bien ici. Qu'est-ce que je pourrais faire de cool? J'achète des fleurs. Non, je fais pas ça. Je vais faire un truc. Non, ça c'est exceptionnel. C'est vraiment bien. Je fais un truc. J'ai une attitude correcte. Voilà, par exemple. Et voilà, quand je fais un truc bien, ma meuf, elle dit bah alors, tu veux une médaille? T'as fait un truc normal en fait. Et en fait, je voudrais une médaille. C'est-à-dire, je voudrais totalement une médaille. Et en fait, je pense
que, tu sais, tous les gens sur Twitter qui disent ah, tu veux un cookie et tout. En vrai, si si vous pouviez nous donner une médaille à chaque fois qu'on faisait un truc qui va dans votre sens, on se battrait. On se battrait pour être vos esclaves. Mais on se battrait totalement parce qu'on voudrait avoir toutes les médailles. On veut avoir des achievements à tel moment que ah, je l'ai plus. Ah si, là. Elle a commencé à me donner des fausses médailles en papier. Voilà. Non, et c'est vrai. Et en vrai, ça marche. En vrai, c'est le secret. C'est le secret. Et pourquoi ils ont inventé la Légion d'honneur, les dirigeants? C'est trop pour ça. Les mecs sont prêts à donner toute leur fortune, tout pour avoir une putain de médaille, tu vois. Et ça, c'est vrai. Si, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Voilà. Exactement, les emotes, mais les médailles, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Aitoyami, il veut une médaille. Moi, personnellement, mais vraiment, c'est-à-dire que ma meuf, si elle voulait faire de moi, enfin, l'homme parfait selon ses critères féministes, tout ça, elle aurait juste à me dire si tu fais ça, à la fin du mois, tu as une médaille. Même elle m'a fait une médaille en papier, tu vois. Mais je penserais qu'à ça, tout le temps, à la médaille, tu vois. Ce serait vraiment trop bien. Donc, voilà. C'est tout ce que. Non, mais c'est pas Fibrotique mode d'emploi, c'est tous les hommes mode d'emploi. Tous les hommes mode d'emploi, ça marche comme ça. Bah, le rapport avec la bite, c'est aussi une méthode de manipulation, tu vois. Moi, je pense que. C'est un conseil que je donne aux femmes aussi. Voyez la bite de votre partenaire. Elle est grosse, elle est petite, vous en foutez. Les bites, c'est dégueulasse. Et vous dites un truc, vous dites cette phrase. Vous dites putain, ta bite, elle est pas énorme, tu vois, elle est pas. Mais elle est grosse quand même, tu vois. Tu dis ça. Le mec, mais il va être bien dans sa peau. Il va être bien dans sa peau, mais pendant un an, tu vois, toute sa vie, il va être content, tu vois. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. En fait, vous avez dit un truc, mais ça marche trop bien, tu vois. Je vous invite à le faire. Et je dis souvent à ma femme, je dis, mens-moi, tu vois. Mens-moi, ça me fait du bien, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai. Non, faut pas en faire trop. Mais non, Van Ivan, faut pas en faire trop, tu vois. Il faut dire un truc un peu réaliste, tu vois. Voilà. Non, parce qu'en fait, en vrai, moi, on n'a pas envie d'être pénétré, donc évidemment, on préfère, comment ça s'appelle? Enfin, je veux dire, je pense que tous les humains, hommes comme femmes, ils préfèrent avoir des partenaires avec des petits pénis ou des pénis moyens, tu vois. Un gros pénis, c'est compliqué, tu vois. Ça pose plus de problèmes, tu vois, que ça en résout. Donc, je pense que vraiment, sauf si on est vraiment avec avoir intégré la société masculine, la taille, c'est pas très très important. Voilà. Par contre, j'aime bien jouer le mec insécure là-dessous, c'est assez drôle. Et voilà, dire juste ton pénis, tu vois, il est pas énorme, mais vraiment, il est pas mal, hein, il est gros, hein, tu vois. Tu dis ça, mais le mec, genre, à vie, il se souvient de toi, tu vois, voilà. Donc, bref, c'est pas de ça que je voulais parler ce soir, voilà. Il y a un nouveau mot qui est interdit. Dans notre relation de couple, c'est Domac. Voilà. Domac, c'est McDo. Et déjà, j'ai pas le droit de dire Zeppo pour dire poser. Donc je suis arrivé, j'ai dit bon, j'étais Zeppo au Domac. Elle a dit c'est quoi ça? Voilà, elle a pris son petit stylo. Elle a dit un mot interdit. Voilà. Donc non, je vais pas parler de chat, je suis pas compétent. Alors, aussi j'ai des trucs à dire, mais alors là, je pars en vacances, s'il vous plaît. Hein. Laissez-moi passer de bonnes vacances. Ouais, j'ai un truc à vous poser, un énigme. Regardez, qu'est-ce que c'est? Je vais vous marquer un. Vous voyez un peu la marque ou pas? Non. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est l'énigme du soir. On a changé de sujet, hein, donc ne me sortez pas des blagues sur les bits. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Que gré. Alors, une banane. Ok, ça ressemble à une banane. Mais est-ce que c'est une banane spéciale? Est-ce qu'elle a quelque chose de... Et voilà, Reaperlo, exactement, c'est une banane étanche. Voilà. Je sais pas. Je crois que vraiment, le gros problème du monde moderne, c'est qu'on a tous un téléphone maintenant avec nous. Mais quand tu vas à la plage, tu fais quoi? Parce que forcément, tu prends ton téléphone pour prendre des photos de la plage. Sinon, ça sert à que dalle d'aller à la plage. On est d'accord, on est là pour prendre des photos Instagram, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais de ton téléphone quand tu vas dans l'eau? C'est ça le problème.
En fait, elles sont avec un scratch. Maintenant, je peux montrer un peu ce que c'est. Mais il y a il y a trois fermetures. Il y a un scratch pour fermer la fermeture, et après il y a une double fermeture étanche. Bon, c'est assez solide, hein, ne vous inquiétez pas. Ça fait le taf. Je laisse alors Lune virtuelle, elle laisse son iPhone 11 sur la plage, en plein soleil, sur sa serviette de plage. Est-ce que d'autres personnes sont comme elle ou pas? Ah, Bakota, il a la plage à 5 minutes. Alors ça, on l'envie tous. Et puis tout d'un coup, il dit, et je suis breton. Ah, la tristesse. La banane fuit, non. Je le glisse au fond du sac. Le téléphone sous la serviette. Tu penses que Monsieur Spook, que les voleurs de téléphone, ils t'ont pas vu? Ils savent pas ça? Non, c'est mort. Moi, dans le sac. Tu l'enterres dans le sable. Folle de lol. Il le met dans ses chaussures. La chaussure, dans la chaussure ou le t-shirt. Mais je comprends pas. Les gens, ils vont. Enfin, si quelqu'un veut te voler, il te vole là. C'est comme si vous le laissiez. Alors, arrêtez les Bretons, s'il vous plaît, les Bretons. Ok, la Bretagne c'est beau, c'est atmosphérique, la lande de Bruyère, l'Ankou, Carnac, tout ça, d'accord, super. Je parle de plage, je parle de sable blanc, je parle de soleil, je parle de gens qui se baignent, vous voyez. Je parle pas de voilà. L'eau est très bonne, Bakota. Mais quand un Breton il dit l'eau est très bonne, c'est que l'eau est à 12 degrés. Moi, en dessous de 24 degrés, je rentre même pas dans l'eau. J'ai des frissons, tu vois. Moi, voilà, 25, 26, 27, même 30 degrés, tu vois, là, je me baigne, c'est cool. Mais 19 degrés, je peux pas. Alors, tu jettes un coup d'œil sur ton sac de temps en temps. Ouais. Moi, quand tu vas à la plage, je n'y vais pas pour voler. Tu vas y prendre pour photo, se baigner. Ouais, je sais, mais il y a des voleurs quand même. Il y a un truc aussi, c'est. Alors, je pense qu'il y a une bonne technique, je vous la donne. C'est une technique que je fais. C'est que mon but, c'est d'aller à la plage, d'avoir mon téléphone pour être connecté, si tu vois, être appelé, tout ça, et et pouvoir prendre quelques photos pas dégueulasses. En fait, ce que je fais, c'est que je prends un vieux téléphone. Voilà. On me le vole, j'en ai rien à branler. Voilà. En fait, on le voit déjà, tu vois. Je prends un iPhone genre 4, les gens ils voient ça, ils disent oh, c'est bon, pas la peine, tu vois. Ouais, ça c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui a pas envie de se baigner, quoi. Tim Nounours, il dit les voleurs vont sur les plages bondées, il suffit de pas les fréquenter. Bah alors, moi je suis. Alors, c'est intéressant, alors cette histoire de plage bondée. Alors, évidemment, les gens ils disent moi je vais pas à la plage. Euh, Comment ça s'appelle? Moi j'ai pas envie d'aller à la plage quand il y a plein de gens. Tu vois, quand il y a du bruit, il y a les enfants. Voilà, tu vois, ça a l'air évident. Je vais même prendre une autre histoire. Il y a des gens qui disent moi j'aime pas faire les courses de Noël. Quand il y a plein de gens dans les magasins, c'est stressé, tout ça. Moi, je fais les courses en septembre par Amazon. Ça arrive tranquillement. Je fais les paquets, je mets ça dans le truc et après, je passe à autre chose. Et moi, je dis, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais les courses de Noël, j'y vais le 24 décembre. Je vais à la Fnac le 24 décembre. Pourquoi? Parce que je suis dans l'ambiance de Noël. Genre, les mecs sont stressés, mais ils sont aussi un peu heureux, ils sont excités, ils sont avec leur famille, tu vois. Et tu vis le truc de Noël. Genre, les mecs qui font leurs courses 6 mois à l'avance, ils font des courses de Noël alors que c'est même pas Noël. Tu vois, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment pas bien. Et moi, tu vois, j'aime aller à la plage quand il y a du monde, quand il y a plein de gens, quand il y a des vieux, des petits, quand il y a plein de gens que c'est bondé et et voilà, on est tous là et on est à la plage, c'est super, tu vois. Voilà. Ouais, mais j'aime bien être dans l'ambiance. Ouais. Ouais, le 24 ou même le 25, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Trop nul. Mais non, mais non, mais non, mais vous dites l'horreur. Mais c'est vous les horreurs. C'est vous les gens qui faites. Imaginez la tristesse. Mais imaginez la tristesse des gens qui font leurs courses de Noël en septembre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites les courses de la rentrée en mai. Vous faites quoi? Vous faites, je sais pas, vous achetez vos palmes et vos masques, vos billets d'avion en janvier, mais c'est trop triste. Vous êtes trop nuls. En plus, je vais vous dire quelque chose. Vous dépensez en septembre, vous n'êtes même pas sûr d'être en vie en novembre. Genre, moi, demain, je peux être mort, tu vois. Voilà. Voilà, imaginez à la plage où il n'y a personne. C'est trop triste. La micro-agression. L'esprit de Noël. Mais non. De toute façon, à Paris, t'es en agression permanente. Déjà, la règle du Parisien, c'est je te passe devant dans la queue, tu vois. Voilà. Ah, il y a l'Espark qui est d'accord avec moi. Il y a une personne qui est d'accord avec moi. Voilà. Mourir avec des cadeaux de Noël non offerts, c'est le pire des destins.
Ah putain, j'ai tellement peu dormi cette nuit que j'ai mal à la tête là, j'ai des migraines terribles. L'autoroute, alors moi je suis. Moi je prends plus l'autoroute de toute façon. Triste, mais c'est pas comme ça que j'écris parfait. Je vais au marché de Noël. Parler des petits marchés de Noël, ah, putain. Alors par contre, les petits marchés de Noël, faut que ça disparaisse, hein. C'est vraiment affreux ces gars-là, hein. Ces petits villages là de Noël. C'est tellement fake, j'aime pas ça quoi. Je suis sûr que tu vas à la Fnac pour acheter des packs Scorpio. Alors, déjà la Fnac ils vendent pas de pack Scorpio, mais j'aime bien. Alors la mythologie du pack Scorpio, j'adore. Est-ce que y a des gens qui connaissent, qui sont pas au courant de la mythologie du pack Scorpio ou pas? Parce que j'aime bien, vraiment un truc. Franchement, comment ça s'appelle? Le 25 décembre, c'est-à-dire le jour de Noël, je mets pack Scorpio dans Twitter. Et vous connaissez pas? Parce que le pack Scorpio, c'est l'eau de toilette pour hommes la plus cheap ever, tu vois. Et en fait, il y a vachement de gens qui reçoivent des packs. Les mecs qui t'achètent un pack Scorpio, c'est vraiment. Déjà, le mec, il a pas envie de te faire un cadeau, il l'a fait le moins cher possible et c'est vraiment c'est le pire truc. Et enfin, vous pouvez taper d'ailleurs maintenant Pack Scorpio sur Twitter, vous allez voir les gens du 25 qui pleurent, quoi. C'est vraiment super drôle. Et ouais, c'est ça. Et les gens ils reçoivent des packs Scorpio et t'as même des mecs qui disent ah, est-ce que j'aurai un pack Scorpio demain? Ils l'ont vraiment, tu vois. Et j'ai peur que l'année prochaine, les gens ils offrent des packs Scorpio un peu ironiquement, tu vois, genre ah, je t'offre un pack Scorpio, mais en fait je t'aime, tu vois. Donc, ouais, non, c'est affreux. Moi, je trouve le pire truc pour moi. C'est comme j'ai souvent été chef d'entreprise, tout ça, c'est on m'offre un stylo. Ça, c'est vraiment. Alors là, moi, quand on m'offre un stylo, mais alors. Avant, c'était un pull. Maintenant, je commence à être vieux, donc j'aime bien les pulls, mais j'aime pas avoir froid, donc je préfère un t-shirt, tu vois. Voilà. Mais alors tout ce qui rapporte le boulot, quoi. À la rigueur, tu vois, une calculette, pourquoi pas, mais le pack Adidas, ouais, c'est chaud. Non, mais le pack Scorpio, il est respect. Parce qu'en plus, dans le pack Scorpio, il y a cette promesse de. Mais c'est pas si nul. Mais c'est vraiment nul. Voilà. Non, mais même un stylo. Bon, moi, je pense que les stylos, c'est comme les montres. C'est vraiment le cadeau de l'ancienne génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un jeune de 12 ans, qui a 18 ans, et tu dis, mec, je t'offre une Rolex à 40 000 euros. En fait, le mec, il va être content parce qu'il a un cadeau à 40 000 euros. Mais il s'en branle de la montre, tu vois. Parce que l'heure, il l'a sur son portable, tu vois. Et une montre, ça veut rien dire. Une montre, ça tient chaud, tu vois. Et elle est même pas connectée, ta montre. C'est quoi ton problème? Et je pense vraiment. Et moi, quand je vois des mecs, déjà, Julien Drey, hein, sont dans le fétichisme des montres, qui genre s'échangent les montres, qui achètent des montres, qui disent ah, putain, quand j'aurai de la thune, j'achèterai une Jaeger LeCoultre ou je sais pas quoi. Puis là, je dis mais vieux monde, mais vieux monde. Et en plus, comme les gens s'en foutent, un moment, ça va tomber en flèche la cote de ces trucs, quoi. C'est-à-dire que tu as dépensé 40 000 boules pour acheter une Rolex, et en fait, elle vaudra peut-être 7 000, enfin, elle vaudra le prix de l'or, tu vois, mais c'est vraiment pas. Voilà. Et moi, voilà. Ben, alors, tu peux ne pas offrir. Alors, je pense qu'aux 18 ans, enfin, 18 ans, 20 ans, le bac, tu vois, les grands événements ou grandes écoles, peu importe, les grands événements de ta vie, faut pas acheter un outil technologique à tes gamins ou à ton frère ou peu importe parce que ça va être hyper obsolète rapidement. Tu vois, il va pas s'en souvenir. Donc, c'est vrai qu'un bijou, c'est facile pour une femme, ça peut être aussi pour un homme, tu vois, ça peut être, je sais pas, autre chose. Mais une montre, ouais. Moi, je pense un bon cadeau dont la personne se souviendra souvent, c'est un bon repas. Voilà, je parle d'un très bon repas, tu vois. C'est-à-dire que, excusez-moi, tu oublies la montre, bon, on va oublier 40 000 boules, mais disons une montre à 1500 euros, c'est un beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un pour une très grande réussite, tu vois. En vrai, tu l'invites au resto, tu vois, chez Gagnère, là, dans le 8ème, c'est un très très bon resto. Le plat top du top, c'est-à-dire tu manges chez Gagnère, qui est vraiment, j'y suis allé déjà. Le plat, le repas, tu vois, c'est 250 euros par personne. C'est cher, mais ce qui est bien, c'est que déjà tu payes 500 euros et tu manges aussi, tu vois. Et le mec s'en souviendra toute sa vie. Et c'est trop bien, tu vois. Voilà. Ouais, mais enfin, je pense que en fait, c'est un bijou inutile. C'est un bijou que tu laisses dans la. Moi, vraiment, je porterais une montre avec un costume cravate dans un délire 50 Shades, tu vois, pour faire rêver une meuf dont c'est le fantasme. Mais en vrai, je trouve ça inintéressant les montres. Et en fait, c'est vraiment un critère pour moi. C'est-à-dire que quand le mec, il s'intéresse aux montres, bon, si c'est mon pote, c'est mon pote, tu vois. Mais si c'est quelqu'un à qui je rentre en affaires, que je connais pas trop, je veux dire, ça va être compliqué de bosser avec lui. Ça va être compliqué. Voilà. Non, c'est pas inutile, ligne virtuelle, les bijoux. Souvenez-vous, les pirates qui portaient une boucle d'oreille
pour payer le fossoyeur, mais souvent en fait le rapport des femmes aux bijoux, c'est que une femme, elle se fait offrir des bijoux pour gagner la confiance, et à un moment il y a un problème grave, elle part avec ses bijoux et elle peut refaire sa vie avec eux. Tu vois, ça c'est important, quoi. Non, non, je n'ai jamais fêté à Haute d'Air avec Michael dans un restaurant aussi cher. On est toujours allé dans des brasseries à 30 euros. Non, non, je suis allé dans une autre période de ma vie où j'avais de l'argent. Voilà. Je menais une autre vie. Aujourd'hui, j'ai un peu moins d'argent. Enfin, non, j'ai de l'argent, mais différemment. Ça, je gagne. Voilà. Mais en vrai, si tu veux, il y a un truc qui est bien avec cette histoire de restaurant à 250 euros. C'est que il y a un truc qui est incroyable. C'est que si tu veux te payer un des meilleurs restaurants au monde, je parle de au monde, hein, c'est-à-dire dans le monde entier, 8 milliards d'habitants, un des meilleurs restaurants au monde, c'est que 250 euros. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que 250 euros, à la limite, même quelqu'un qui gagne le SMIC et qui met 50 euros de côté par mois, il peut se payer le meilleur resto du monde au bout de quelques mois, tu vois. Et je trouve que c'est quand même super chouette, tu vois. Et par contre, il y a des restos, évidemment, et des restos, j'imagine, à, je sais pas, disons 4000 euros le plat, tu vois, ou j'en sais rien, je ne connais pas. Mais c'est pas forcément le meilleur, tu vois. C'est un resto où il y a que des VIP. Ça, c'est un autre délire, tu vois, dans des cercles VIP. Mais ouais, c'est ça. Donc, non, mais un Bakota, tu vois. Moi, le Domac, j'aime bien. Et Gagnard, j'aime bien. Je pense qu'il faut. Enfin, et je suis sûr que Gagnard, il aimerait bien aller au McDo et vice versa, tu vois. Donc, oui, je sais que c'est compliqué de mettre 50 euros de côté quand on est au SMIC, mais je veux dire, on peut le faire éventuellement, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un qui ne gagne que le SMIC et vraiment son but dans la vie, c'est de se taper un des meilleurs restos au monde, il peut, avec beaucoup de sacrifices, se le payer, c'est l'atteindre. Je veux dire, par contre, si un mec qui gagne que le SMIC, son but c'est d'avoir le supercar prototype, le meilleur au monde, qui coûte, je sais pas, 75 millions de dollars, bah non, il n'y arrivera jamais, tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même une démocratie dans la cuisine qui est hyper appréciable, voilà. Et je suis pas déconnecté de ouf quand même. Je parle de sacrifice, hein, ça va, voilà. Euh, donc, et moi qui vis à Bar-le-Duc et qui paye, on va dire, beaucoup moins de 500 euros de mon loyer, je peux vous dire, avec le SMIC, on peut les mettre de côté. Voilà. Ça dépend de là où on vit, hein, voilà. Donc, et comme je ne touche pas de salaire, vous savez que je fais tout moi-même, je fais pas mes propres compta, je ne suis pas si déconnecté que ça. Et ça m'est arrivé aussi de gagner peu d'argent. Voilà. Et la veille je vous rappelle que on a sorti Out There en février 2013 ou 2014, et 2 mois avant, c'est-à-dire en janvier, EDF m'avait mis sur la liste des tarifs nécessiteux tellement j'avais peu d'argent. Donc j'ai connu un peu de tout dans ma vie, tu vois. Donc voilà. Et oui, c'est ça. Bah, c'est ça, oui. On peut mettre. Oui. Par contre, Bar-le-Duc, tu mets 50 euros de côté, mais si tu veux aller à Paris, ça coûte que 50 euros. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je dis 50 euros? Ça coûte 25 euros pour aller à Paris. Enfin, 50 euros aller-retour. Non, non, il y a pas du tout ce genre de resto à Bar-le-Duc. S'il y avait un resto à Bar-le-Duc, ça serait. Comment ça s'appelle? Euh, non, mais je parle de la. Enfin, ne prenez pas. Faites pas des calculs d'apothicaire. On n'est pas là pour simuler quelqu'un qui vit au SMIC. D'ailleurs, il y a des gens dans le chat qui doivent être au SMIC. Et est-ce qu'ils peuvent aller truc? C'est juste pour vous dire qu'il y a une accessibilité de la nourriture haut de gamme. Voilà. Voilà. Et je trouve ça. Non, non, Bar-le-Duc, c'est compliqué quand même. Voilà. Donc. Bah non, en fait, j'étais plus de droite avant. En fait, que je sais pas quoi vous dire, mais plus j'ai eu des relations avec des femmes à long terme, c'est-à-dire pas on se rencontre et on se quitte le lendemain, tu vois. Donc je parle de plusieurs années ensemble, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Plus je suis allé à gauche, quoi. Parce qu'en général, j'ai trouvé des partenaires qui étaient plutôt à gauche. Voilà. Peut-être parce qu'elles sont plus tolérantes et du coup elles tolèrent des mecs comme moi. Voilà. Donc non, non, mais moi si je vais manger bien à Paris, j'irai. Mais j'ai plus trop envie de. J'ai pas trop. En fait, j'ai pas trop envie d'aller dans un bon restaurant. C'est bon, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. C'était bon, mais mais voilà, c'est fini pour moi. Je suis très heureux avec comment ça s'appelle. Par exemple, quand je vais à Ravioli du Nord-Ouest, je sais pas si Ravioli du Sud-Ouest, le truc qui est rue Saint-Denis là, ça vous dit quelque chose? Ah,
Bah non, Roberto Chico, il faut voir un truc sur... Enfin, oui, j'étais un peu de droite, mais... comment ça s'appelle il faut bien voir un truc dans Studio 404, c'est que Studio 404, c'est une émission qui était éditorialisée. C'est-à-dire que c'est une émission, et ça c'était très très vrai, surtout dans les premiers, où tu avais l'âme qui disait, bon, Fibre, on va parler de Google, toi t'es pour, Sylvain t'es méga contre, et Daz et toi, vous allez vous disputer. Tu vois. On mettait en scène le truc. Et même, je me souvenais qu'on sortait de certaines émissions où Sylvain il a dit putain, j'ai dû être contre Google alors que je suis méga pour, c'était compliqué, tu vois. Et à tel point qu'il y a des gens qui étaient sûrs que Daz et moi, on se détestait. C'est-à-dire vraiment, ils écoutaient 404, ils disaient putain, mais comment vous pouvez travailler ensemble? Vous vous détestez parce qu'on n'arrêtait pas de s'en mettre plein la gueule l'un et l'autre. En fait, on est meilleurs potes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à créer Game of Thrones, c'était la première personne à qui j'ai pensé. Donc voilà, le mec de droite, c'est un roleplay parce qu'il en faut. Il faut un mec de droite. Sinon, entre Mélissa, Sylvain, Daz, Daz, il commence à être de droite, tu vois. Il en fallait bien quand même, tu vois. Il fallait que, voilà. Donc, salut Papayou. J'espère que ça va. J'ai reçu ton logo, c'est fantastique. Papayou, il a fait le nouveau logo de Game of Thrones, c'est trop beau. Voilà. Et voilà. Donc ça pour vous dire que effectivement, mais le monde est un théâtre, voilà, le monde est un théâtre. Donc oui, j'aime beaucoup. Cela dit, j'ai aucun goût, hein, notoirement. Donc le monde est un théâtre dont nous sommes les acteurs. Alors avant d'attaquer le sujet des vacances, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais parler de quoi? Ah ouais, j'ai un truc à vous dire. Attends, ouais. Je voulais vous parler. Merde. Il m'est arrivé un truc fou, assez rigolo. J'ai un truc à vous raconter. C'est que l'éditeur d'Eldercraft. Il m'appelle. Enfin, c'était compliqué. Je sors. Putain, j'ai du mal à avaler ça. C'est le stress de partir en vacances. Vous allez me voir m'étouffer en direct. Non, c'est bon. Avant, là, je me soigne, mais avant, il y a des gens qui doivent le savoir. Ça m'arrivait de. J'étais au restaurant et je suis obligé de sortir pour aller vomir dans la rue. Et je me remettais, ça passait pas. Bref. Tyler me demande, je connais Lamedas depuis un an avant Studio 404 environ. Voilà. En fait, très en amont parce que Daz, en fait, la première fois que j'ai rencontré Daz, j'ai cru que c'était Médoc du Cozy Corner que je connaissais. Bref, on va parler d'autre chose. Je sors du train et j'ai un appel. Putain, j'ai pas arrêté ces deux derniers jours, mais j'ai vraiment pas arrêté quoi. J'ai un appel de Eldercraft et en gros, il me dit. Fibre, est-ce que tu peux... on a 10 candidatures sérieuses pour écrire... parce que on cherche à recruter un pool d'écrivains pour Game of Thrones. Pour les écrivains de Game of Thrones. Tu peux m'écrire d'ici une heure 10 synopsis de scénarios qui se détaillent comme ça. Alors, 10 scénarios en une heure. Enfin, 10... Ouais, mais c'est juste des idées, tu vois. Ok, alors je note, tu vois. Et je continue à marcher. Appel de Valentin Paco qui s'occupe de premier rôle. Fibre... nos régions du talent, ils veulent sponsor premier rôle. Tu peux pas m'envoyer, je sais pas, 5 scénarios sur les régions de France, tu vois. Tu prends l'Aquitaine, la PACA, tu vois. Tu m'inventes une petite histoire comme ça, je leur envoie. Tu fais ça avant 16h, hein. je me suis posé, je suis rentré là, je me suis posé devant le PC, je dis ok, j'ai dû faire tous les trucs. Donc c'est assez amusant. Alors je vais pas vous parler de scénario Game of Thrones parce que c'est... Ah si, je vais vous les lire, c'est drôle, vous allez voir. Je vais vous lire les scénarios. Vous me dites si ça vous inspire ou pas. J'ai dû les sortir vite fait, hein, vitef. Alors, attendez, les scénarios, hop, je sors dans JDR Stream. Test des candidatures. Alors, premier scénario. La princesse de la province d'Izwan. Alors, vous connaissez pas, mais ça, ce sera dans le livre Game of Thrones. Il y a quelqu'un, vous savez, il y a des packs à 666 €. Et il y a des gens qui ont dit, il y a un mec, une femme en fait, je pense, enfin une joueuse, qui a dit j'aimerais trop être une princesse d'Aqaba. Donc on a inventé une province d'Aqaba qui recouvre Achanoul, qui est en bas, dans lequel ils sont très progressistes, ils veulent avoir un peu d'indépendance, ils sont contre l'esclavage. Donc là, c'est la princesse d'Izwan. Donc la princesse de la province d'Izwan, de Sultanat d'Aqaba, farouchement contre l'esclavage, dégoûte avec effroi le traitement des Panotis lors d'un voyage diplomatique à Kniga. Elle demande à ses servants, les joueurs, de, par la force ou par la ruse, remédier à la situation. Un nouveau scénario. Ça, c'est le premier scénario. J'ai pas grossi, ça me fait un peu de peine. Oui, j'ai grossi totalement. Je suis désolé. Voilà. Deuxième scénario.
Alors qu'Arya se remet à peine de la crise du dieu ennemi, l'empereur Damasia envoie un ambassadeur visiter la reine Julia et la ville. La reine demande aux héros de montrer les splendeurs avec des gros guillemets d'Arya, mais évidemment, l'ambassadeur va se mettre dans les pires situations. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre, j'en ai 10 comme ça vous intéresse ou pas? Vous en foutez? Bon, je vous donne, j'en ai 10 comme ça. Sinon, j'en ai 2 autres. Alors, non merde, j'ai ouvert le mauvais scénario. Alors, maintenant pour les scénarios. Alors, vous voulez les autres scénarios? Ok. Pirates naufragés sur une île dotée d'un mystérieux temple. Les héros doivent survivre et revenir chez eux. Twist! L'île est le dos d'un bébé tortue géante de mer qui a son propre agenda. Autre twist, le bébé tortue est poursuivi par un naturaliste fou de Kniga qui veut l'empailler et le mettre sur la place de la ville. Quatrième scénario, Shazam, le mage farfelu de la reine Julia, a perdu le goût de vivre et ses pouvoirs magiques. Il est impuissant. Les héros sont chargés de lui redonner le moral, mais hélas, Shazam ne veut qu'une seule chose, mais quoi? C'est à la discrétion du scénariste. Cinquième scénario, les PJ sont les aides de Skalrun, terrible miséricordieuse qui traque un mage errant dans le pays d'Arya. Arrivé à Alta Bianca, il découvre que le mage est en fait une fillette de 8 ans. Skalrun compte néanmoins la tuer, mais la mère de la fillette implore pour sa vie. Twist, la fillette lance de temps en temps des sorts random. Sixième scénario, la guilde des engrenages de Kniga a inventé un canon capable d'envoyer un navire sur la Lune sans espoir de retour. Les PJ sont des mercenaires de l'empereur Damasia pour qui la Lune est un territoire sacré et ils doivent saboter le canon. Bien entendu, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai mis 3 petits points parce que j'aimerais bien, moi dans le scénario évidemment, j'ai envie qu'ils soient un moment dans le canon pour le saboter et puis hop, ils se retrouvent sur la Lune. Je voudrais savoir si, j'ai hâte de voir si le scénariste aura eu cette idée-là ou il aura une idée encore meilleure. Septième scénario. En remerciement d'Ina qui a sauvé la vie de sa mère de la peste de Malbouzon, l'un des PJ et ses amis doivent sauver 3 fois la vie de quelqu'un. Arrivés à Arya, ils s'aperçoivent que la guilde des voleurs harcèle les étrangers du ghetto des Kaba. Quelqu'un doit rétablir l'ordre en ville. Donc c'est un scénario un peu de justicier. Huitième scénario. L'un des PJ a été bouté de Naporia par son frère Félon à la mort de son père. Donc ça c'est ambiance 7 mercenaires. Avec la menace d'être tué s'il devait revenir. Il engage ses amis PJ, enfin ses amis héros, donc c'est 4 héros, pour reprendre sa revanche. Mais sur la route, une bohémienne d'Osmanli le prévient. Tu ne pourras réussir ta mission que si aucune goutte de sang ne soit versée sur le sol de Naporia. Comment vont trouver la solution? Je n'en ai aucune idée. Neuvième scénario, les PJ trouvent sur le bas-côté de la route le cadavre d'un voyageur mort par accident. Sur lui, un masque Nock avec un pouvoir mystérieux à la discrétion du scénariste et un ordre de mission. Tuer le fameux baron gris qui sème la terreur sur la route de l'Ouest d'Arya pour un paiement à la guilde des assassins de 1000 pièces d'or. Et enfin, 10e scénario, perdu en mer. Les héros découvrent l'île mystérieuse d'Alta Negra. Au loin, un temple brillant comme de l'or. Entre eux et le temple, des dinosaures. Mais il paraît que l'île a un secret encore plus grand encore. 3 petits points. Quel secret? Voilà. Est-ce que ça vous chauffe ou pas? Pas mal, hein? La Lune, c'est bien, hein? Bah, ça, j'en sais pas trop. Mais il veut un truc Shazam. Ah non, mais ça peut être drôle. Non, c'est pas mal. On va voir. Alors, je leur ai pas demandé de faire les scénarios. C'est-à-dire que je leur ai dit, juste j'ai besoin, déjà que vous me trouviez des idées, donc juste il va se passer ça. Également, je leur demande de faire un ou deux PNJ, vraiment bien, on dit fleshed out, tu vois, genre tridimensionnel, très crédible. Je leur demande de faire une belle description que je lirai. Et c'est tout, et voilà. En gros, on leur demande juste d'avoir des idées et de montrer que ça vient d'écrire. Et c'est juste des idées, tu vois. Voilà. Et un scénario sur Vladimir, c'est trop. Mais ouais, on verra. Alors, sinon, je vous dis les 2 scénarios que j'ai envoyés à La France a du talent. Survive Steel 5+, je ne connais pas. Zambalai. Alors, les 2, donc. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine a du talent. Alors déjà, petit point sur la Nouvelle-Aquitaine, c'était Aquitaine et autres régions, ils ont fusionné, ça s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, c'est très sympa pour les autres régions. La tapisserie d'Aubusson serait, selon un expert, un faux. Une équipe d'enquêteurs, donc les héros spécialisés en œuvres d'art incarnés par les joueurs, remonte la piste et s'aperçoit qu'elle a été échangée il y a quelques jours. Le trajet du voleur passe par Angoulême, Bordeaux et se termine dans le cœur du Pays Basque et permet à la fois de visiter des lieux iconiques mais aussi de savourer des spécialités gastronomiques de la région. Est-ce que vous avez envie de voir ce jeu de rôle? Est-ce que vous avez envie de voir Daz en expert, en Hercule Poirot de l'histoire de l'art, tu vois? La tortue, c'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a un gros truc avec la tortue, hein.
Ça, c'est cool. Et l'autre, c'est sur la région Grand Est, c'est ma région. Les joueurs jouent des adolescents à Bar-le-Duc. Et une de leurs amies a fugué pour aller voir l'arrivée en Alsace des cigognes au printemps. Avec un peu d'argent et la générosité des gens de la région, de TER en vélo, ils trouveront le chemin de leur ami en passant par Nancy et Strasbourg et découvriront des spécialités gastronomiques extraordinaires. Voilà. Donc j'espère que ça va, que les gens ils vont être bien. Ah bah bien sûr, moi je vais faire. Voilà. Donc comment ça s'appelle. C'était. Il y a des trucs, voilà. Ah oui, bah bien sûr. Alors j'ai pas fait la Bretagne parce que c'était trop facile et la Bretagne ils ont notoirement pas trop d'argent, tu vois. Parce que je pense que la Nouvelle-Aquitaine ils ont de l'argent et je pense que l'Alsace-Lorraine ils ont de l'argent. Enfin comment ça s'appelle, Grand Est ils ont de l'argent et ils ont peu de choses, tu vois. Donc il y a moyen, tu vois. C'est voilà. Ouais c'est marrant. Mais surtout là où là où les scénarios ils ont de la valeur, c'est que je les ai pondus tous en 1 heure. J'avais pas le choix, je devais le faire en 1 heure, c'était affreux. Voilà. Donc c'était. Alors est-ce que Tyler. Est-ce que des personnes qui n'ont jamais joué à un JDR peuvent commencer sur Aria? Je pose la question surtout niveau MJ. C'est fait pour ça. Aria, c'est l'ultime jeu d'introduction. C'est l'ultime jeu pour les gens qui n'ont jamais joué. Et le livre a été fait comme ça. Voilà. Donc, PK Express à Strasbourg, ce serait pas mal. Voilà. Donc, bah non, je dis pas que vous avez peu de choses à oser. Bah, moi aussi, je suis dans la région Grand Est. C'est juste que en gros, il y a l'Alsace qui est très riche, il se passe plein de choses, et tu as la Lorraine où il n'y a pas grand-chose. Et il y a quand même un budget pour ces deux régions, et je pense que si demain tu dis on va faire un truc qui va valoriser la Lorraine, et qui ne parlera pas de Verdun, je pense que ça va leur faire plaisir. Quoi. Voilà. Donc, 7ème compagnie dans le monde d'Aria, mais là, on travaille sur un gros truc dans le monde d'Aria, donc c'est cool. C'est cool. Aria sera livré en novembre, en PDF. Je crois que oui. En fait, ce qu'on va faire, c'est sûr, ce qu'on va faire de sûr en novembre, c'est qu'on va produire pour tous les gens qui ont acheté n'importe quoi un PDF qui sera un PDF d'initiation. C'est-à-dire dedans il y aura de quoi commencer à jouer. Et à condition que vous ne jouiez pas genre tous les jours non-stop, ça vous fera patienter en attendant l'arrivée chez vous des bouquins. Voilà. Oui, si vous avez raté le Ulule, vous pouvez aller sur la page du Ulule et acheter Game of Thrones, il n'y a aucun problème. Est-ce que la campagne tourne autour des quêtes des persos ou est-ce que c'est plus linéaire comme les chroniques oubliées? Mais Timothy, je comprends pas, tu as pas vu Game of Thrones? Parce que... Alors, mon pal d'honneur, Eldercraft, aime pas quand tu dis qu'Aria est facile d'accès. Non, alors, impossible, Edenkopf. Dans le 4ème de couverture, en bas, il y a marqué Aria est un jeu de rôle d'initiation. Donc on peut pas être... évidemment, c'est un jeu aussi qui peut être joué si vous êtes confirmé, parce que qui peut le plus peut le moins. Mais surtout, c'est vraiment d'initiation. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est intéressant dans Aria, c'est que c'est une campagne freeform open world pure. Tu vois. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup ça dans les grandes campagnes Warhammer. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de campagnes. Il y en a, mais j'en connais pas beaucoup. Où tu as un univers et tu peux, par exemple, quand vous achetez Aria, là, le jeu de rôle Aria, vous pouvez dire, vous savez quoi, au lieu d'aller à Aria, comme on va direct à Varna. On va direct en Osmanli. Voilà. Tu peux dire, je commence en Osmanli. Pourquoi pas, tu vois. Tout est décrit. Antioche, ça arrive. Voilà. Donc, bon, sinon, j'ai encore un sujet. Après, j'aborde le sujet des vacances. Je voulais vous parler de... Alors, je ne vais pas vous parler du Xbox Live, qui m'intéresse pas. Par contre, je voulais vous parler de... j'ai vu que dans les Xbox Live, ils présentaient un jeu qui s'appelle un DLC d'un jeu qui s'appelle Outer Worlds. Est-ce que vous connaissez un peu ou pas? Ouais, l'astrologie, je l'ai fait. J'ai tout parlé sur l'astrologie, mais c'est dans un stream précédent. Non, pas de génie, stabilité. Ça vous dit quelque chose à Outer Worlds ou vous dormez tous? Vous êtes en train de vous laver les dents peut-être? Vous en foutez? J'ai soif. Voilà. Bah alors, moi je l'ai fait, The Outer World, et en fait, j'ai un truc à vous dire. C'est qu'il y a des gens, ils achètent des jeux vidéo. Tu sais, la fameuse review Steam du mec, il a joué genre 1000 heures,
et il met un pouce rouge et il dit ce jeu c'est de la merde, tu vois. Et moi, j'ai fait Outer Worlds en entier, à 100%. J'ai fait toutes les quêtes, toutes les subquests de tous les compagnons. J'ai fait toutes les quêtes. Et en fait, je trouve ce jeu nul à chier. Et, je me sens totalement dans le délire. Oh, je vais faire un stream sponsor bientôt. Genre, je vais jouer à un jeu qui m'a été offert. Euh, je me trouve totalement dans le délire. Tiens, on va peut-être faire ça ce soir. Euh, euh, non, pas Outer Worlds. Outer Worlds. The Outer Worlds. Et, je trouve ce jeu nul, vraiment nul. Et j'ai toujours été méfiant, et là je sais que je vais pas me faire des amis, j'ai toujours été méfiant des gens qui disent Fallout 3 c'est trop nul par rapport à Fallout 2, et ah bah non, mais Fallout New Vegas c'est trop bien, parce que c'est exactement Fallout 3, mais c'est fait par les gars de Fallout 2, tu vois. Et ce côté fétichisme d'une équipe d'Obsidian qui a fait Fallout à un moment, qui est très bon jeu, tu vois. Mais force est de constater que là, tu vois, on a pris l'équipe de ces gars-là, et on leur a dit, vous voulez carte blanche? Aïe, vous avez carte blanche. Faites. Et c'était pas bien. Non, c'est pas que c'était plus que c'était. En fait, ils ont fait un jeu ils ont fait un jeu de la qualité de Fallout 1. Et quand Fallout 1 est sorti, et ben c'était ça, quoi. C'était bien. Mais aujourd'hui, ça a trop vieilli. Tu peux plus te taper ça. Parce que tous les trucs qu'il y avait dans Fallout, c'était ça. T'avais un propos satirique. T'as, comment ça s'appelle, t'as des destins de personnages, t'as des personnages qui ont une non-binarité, tu vois, t'as vraiment tout ce qui fait la brillance de Fallout, mais simplement, je dirais, il faut évoluer avec son temps, c'est tout. Voilà. Et ben oui, Valdoran, ça c'est le mystère. C'est un syndrome de Stockholm total. Je crois que je l'ai terminé, je crois que à chaque fois, tu sais, j'avais l'espérance de dire, ah, je vais arriver sur une planète qui est un peu grande, ou sur une planète où il va se passer des trucs, où à un moment ça va être un cliffhanger de malade. Rien que le boss de fin, il y a un boss de fin déjà. Voilà. Et avec ce problème qui est de dire. Comment ça s'appelle? Il y a ce problème qu'il y a dans Deus Ex qui est de dire tu peux monter ton perso à fond en mensonge, persuasion, tout ça. Bah à la fin, t'es devant quand même un robot géant. Et comment tu vas lui mentir à ce robot, tu vois? Donc, bref. Et je l'ai eu gratos en plus, The Outer World, parce qu'il est sur. Et pour moi, qui est un DLC, mais c'est de l'argent foutu en l'air. Alors là, aucun intérêt. Aucun intérêt. Bref. Par contre, il y a Rocky. Je sais pas si vous avez vu ce petit jeu mignon là, qui on dirait les Moomins dans les Moomins. Rocky, R-O-K-I. Je suis tombé amoureux de ce jeu. J'ai vu 2 images hier, et à 3h du matin, et il m'a transporté dans un monde extraordinaire. Et j'ai dit, c'est trop bien, il faut que. Qu'il y ait des trucs à la Rocky dans le prochain campagne de Game of Thrones. C'est trop bien. Je suis hyper content. Voilà, bref. Bah non, ça sent pas le manque de budget, Zennats. Faux. Ok, les planètes sont petites, ouais, mais tu prends la première planète, ok. Tu prends la première planète qui a une végétation vachement cool, t'as des repères de brigands. Et c'est old ça, on fait plus ça depuis des années. Je veux dire, c'est fatigant. Le fait de le dire ça, c'est fatigant. J'ai pas envie de nettoyer des donjons de brigands sur une planète extraterrestre, ça n'a aucun sens. Tu vois? J'en ai marre d'avoir ce propos anticapitaliste qui dit toujours la même chose, mais de façon ironique. Et c'est bon. L'ironie capitaliste, elle est là quand Elon Musk qui fait du LOL, elle est dans notre vie. On a besoin d'autre chose, tu vois? Donc, en fait, c'est juste. Il y a eu des erreurs de conception parce que les gens, ils ont été victimes du marché. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on fasse l'Obsidian que les gens attendent. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Donc, bref. C'était un petit détail. Maintenant, j'ai un truc à vous dire. J'espère que vous allez être très attentifs. Je vais partir en vacances. Demain. Et je n'ai plus streamé. Et vous allez beaucoup me manquer. Voilà. Sachez que c'est pas vraiment des vacances en fait. Je vais voir ma famille. Et la famille, tu vois, c'est pas toujours les vacances. Voilà. Ouais, ça va être dur. Vous allez me manquer. Ouais. Ça va être dur. Et en fait, je vais pas avoir. Enfin, tu vois, par exemple, Terry Lair, je me moque de lui, mais en fait, je l'aime bien, tu vois. Non, je vais pas aller à Saint-Thé. Hein.
Et non, non, je veux pas des viewers. Hein. J'ai rien à dire. Je vais pas streamer cette semaine. Là, je vais pas streamer. C'est-à-dire que jusqu'à lundi qui suit là, passe lundi là l'autre, c'est mort. Je vais plus streamer. Tu vois. Je vais peut-être poster des Insta comme ça, rigolo. Et je vais plus streamer. Et bah ouais, mais je veux dire, si vous me regardez tous les jours, c'est cool. Mais malheureusement, moi aussi, en fait, faut pas. Moi, si j'étais, on a parlé, enfin, je cherche pas forcément des viewers, tu vois. Enfin, ce qui me fait du bien, c'est de vider mon sac, de parler un peu, de rigoler, tu vois. Euh, Tout à l'heure, j'ai parlé de beats, et c'était rigolo parce que c'est un sujet sensible ici. Mais non, mais en fait, voilà, c'est cool. Et ça va pas me faire le plus grand bien parce que la famille, c'est pas toujours simple, voilà. Alors, je dis pas que voilà, mais voilà, je vais voir mon neveu que j'aime bien. Je l'aime bien. J'ai un autre neveu d'ailleurs, j'ai deux neveux. Mais il y en a un, tu vois, il commence à avoir 8-10 ans. Donc, je connais pas son âge exact, mais il est cool. Et on joue aux jeux vidéo ensemble. Ah ouais, la famille, c'est compliqué. Hein. Non, mais la famille. Comment ça s'appelle ouais, araignée, t'as raison. Mais la famille, ils ont passé la moitié de ma vie à pas comprendre. Enfin, jusqu'à 19 ans, et j'avais des bonnes notes, mais ils comprenaient pas. Enfin, ils me trouvaient bizarre, quoi. Ce qui est normal, je suis un peu bizarre. Et après, ils comprenaient pas mon métier, parce que j'étais dans l'internet. Et bah après, quand j'ai arrêté ça et que j'ai commencé à faire des jeux vidéo et Studio 404, tout ça, et ils ont lâché prise, tu vois. Genre, je pense que. Je pense que ça a été compliqué pour eux, quoi. Voilà. Et non, mais en vrai, parfois, j'avais envie de leur dire non, mais je vends de la drogue pour vivre. Ça aurait été plus simple pour eux, tu vois. Mais non, non. Mais non, alors je dis pas que ça va, ils sont contents, mais tu vois. Enfin, ils sont contents, par exemple, pour que je. Ils sont à Toulon, ils sont un peu de droite, tu vois, donc ils sont contents que je travaille pour le Figaro, par exemple. Mais ce que je fais pour le Figaro, ils comprennent pas trop, quoi. Poletto, je suis pas très connu, tu sais. Euh, je suis pas très connu, mais bon, c'est pas. Maître du jeu, ouais, ça passe pas trop. Ah, Timothy, tu me proposes d'aller dans ta famille, t'es gentil. Euh, Non, mais en plus, en vrai, ouais, les streams vont me manquer. Ouais, parce que je vous parlerai plus, vous êtes rigolo, j'en apprends des trucs sur vous. Puis vous me faites. Vous savez que moi, quand je rencontre des gens, déjà, c'est très bien parce que vous avez tous des petites histoires et je les retiens. Et souvent, en fait, surtout les gens de la commu qualité, ils savent que je me souviens pas des noms des gens, mais je me souviens des petites anecdotes à leur sujet, parce que bah, je fonctionne beaucoup aux anecdotes. Et ça m'enrichit. Moi, comment dire, moi je ne revendique pas la créativité, c'est-à-dire je n'invente pas des choses, mais quand je crée des histoires, en fait, j'assemble des pièces de puzzle. Tu vois, je prends un petit peu de Goncharov, un petit peu de Lazarette, un petit peu de Lara, et je fais une histoire avec, tu vois. Et enfin, tu vois, et puis Lara, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'imbrique pas bien, tu vois, la pièce de puzzle. Alors je la jette et je vais prendre du Maudit, tu vois. Et ah, Maudit, mais t'es là, Maudit, mais ça fait trop bien, ça me fait trop plaisir, hein. C'est cool, hein. Et donc, c'est trop sympa que tu sois là. Et donc, ouais, voilà, donc ça me fait, enfin voilà, enfin, la, ça m'enrichit beaucoup de parler avec vous, voilà. Donc c'est cool. Et il y a pas internet. Si, il y aura internet. Alors il y aura internet. Ah si, je crois qu'ils ont la fibre. Non, ils ont la DSL. Ouais, ils ont l'internet. Non mais en fait, je suis parti depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Je suis parti 2 jours en vacances avec ma femme. Si je vais quelque part avec ma femme, déjà elle se tape ma famille, c'est compliqué. Mais si en plus je lui dis écoute, en plus je vais faire 2 heures de stream tous les soirs, alors là je peux te dire un truc, c'est même plus sur le canapé que je vais dormir, c'est dans une autre maison je pense. Donc ça va être compliqué. Et voilà. Ma famille m'appelle Fibre Tigre ou c'est chaud. Non, elle m'appelle pas Fibre Tigre. Non. Non, alors c'est marrant, alors je vous dis mon nom, hein, non je vous dis pas mon nom, mais les initiales de mon prénom c'est JB. Ma femme m'appelle JB. Bon, alors vous connaissez, maintenant avec le temps vous connaissez ma femme, elle est très psychorigide. Donc elle va pas m'appeler mon canard, mon chéri, mon doudou, c'est JB.
Voilà. Ou le nom en entier, tu vois, c'est un peu affreux. Par contre, mes parents, vraie histoire, ils m'appellent Jean Beu, tu vois. Jean Beu, tu vois, comme de la bœuf, tu vois, je n'ai jamais compris pourquoi. C'est vraiment très compliqué. Hein. Et non, j'ai mes livres dans Zétéro déjà là-bas. Et ouais, ils sont tous des gens. Ouais. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de JB dans la famille, du coup. Et, ouais. Mon ancien prénom c'est Jean Beu. Non, 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 c'est juste. Bref. Alors, est-ce que je vais emporter? Non, je vais emporter ma Switch et je joue à Slay the Spire, je pense. Mais alors, euh, est-ce que je peux vous en parler? Ouais, je vais vous en parler. Je vous dis pas pourquoi. Euh, et on joue encore la confiance, hein, d'accord? C'est toujours ce contrat qu'on a entre nous, c'est-à-dire je vous dis quelque chose et vous ne le dites à personne, d'accord? Je dois travailler pour une raison que je peux pas vous dire. Euh, Pas forcément de jeu de rôle, parce que vous savez, je fais du scénario hors truc. Je dois travailler sur un MMO. Un MMO très connu. Voilà. Disons, dites-moi un MMO. J'ai jamais joué à des MMO. Excusez-moi. WoW, bon, par exemple, WoW. Très bien, World of Warcraft. Ouais, Guild Wars, c'est mieux. Donc je dois travailler sur World of Warcraft. Et je dois pondre une histoire autour de World of Warcraft. Et je connais rien à World of Warcraft. Rien du tout. Et du coup, j'ai deux spécialistes du lore là, qui sont en train de m'aider pour ça. Qui ont été délégués. Enfin, j'en ai un autour de moi et j'ai un autre qui a été délégué par le client. Et, euh, et c'est dur quoi. En fait, c'est dur parce que je dois. Vous savez, j'ai déjà Arya dans la tête. J'ai premier rôle. Et je dois réapprendre le monde de WoW, quoi. C'est-à-dire, je dois apprendre comment on dit pièce d'or, c'est quoi les forces en place, c'est quoi les dieux, c'est quoi les enjeux, tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Et je pense que cet été, non, c'est pas Dofus, c'est un jeu mondial. WoW, c'est un bon exemple. Et cet été, je vais surtout lire, je pense, du lore de cet univers pour pouvoir écrire un truc. Voilà. Ouais, ça va être chaud. Ouais. Euh, alors, j'ai une mauvaise expérience avec Alien. Et d'ailleurs, alors, ça a été disclosed d'ailleurs par Michael, mon associé, cette semaine. Mais j'ai aussi travaillé sur la licence X-Files. Voilà. Donc, c'était assez dingue. Alors, je vous raconter l'histoire qui s'est passée. C'est un moment de ma vie. C'est-à-dire que il s'est passé un truc, c'est que en 2014, on a sorti Out There. On a gagné masse de thunes. Et en fait, de 2014 à 2017, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas fait grand chose. Bon, j'étais en train de préparer Game of Thrones. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? C'est que le monde entier nous est tombé dessus. Et notamment la 20th Century Fox nous a rencontrés. J'ai rencontré les gars de la 20th Century Fox. Et ils ont ouvert un catalogue devant nous. Ils nous ont dit voilà, ça c'est tous nos films jusqu'en 2020. Ça c'est toutes nos anciennes séries. Predator, Buffy contre les vampires, voilà. Choisissez et faites un jeu dessus. Et on vous le paye. Voilà. Michael, il a dit, je veux Alien. Alors, on a commencé avec Alien. Alors, c'est rigolo parce qu'on a commencé avec Alien. Donc, ça a travaillé sur Alien. Il nous appelle, il dit, écoutez, on a réfléchi. Et en fait, comme vous allez gagner masse de thunes avec Alien, on voudrait que préalablement, vous nous donniez $1 million. Et Michael a dit, bah, on les a pas. Et de toute façon, on les donnera jamais. Et finalement, on a pu s'arranger, tu vois. Mais j'ai fait un scénario qui est remonté, qui a même été vu par les intermédiaires, tout ça. Ça s'est pas fait. Après, j'ai travaillé sur X-Files, effectivement. J'aurais bien voulu travailler sur Buffy contre les vampires. Et c'est marrant parce qu'à un moment, j'ai eu le scénar de Covenant en NDA. J'avais le scénar de Covenant, genre 2 ans avant qu'il sorte. Et c'était marrant, je veux pas dire ce qu'ils m'ont raconté, mais ils en avaient l'air de rien à foutre, tu vois, du scénar, c'était marrant. Mais c'est compliqué de travailler pour eux parce que, en fait, entre toi qui crée le scénar et Ridley Scott, t'as des mecs qui existent que pour te faire chier. En fait, s'ils te font pas chier, ils gagnent pas leur argent. Et par exemple, à un moment, je livre un scénar et il me dit n'importe quoi, tout à refaire. Je dis mais c'est quoi le problème? Et en fait, à un moment, on était en 2114, j'en sais rien, tu vois, j'ai inventé une date.
J'ai fait un type d'alien qui était l'alien machin. J'ai dit à un moment, il y a une scène avec cet alien-là, et cet alien, il n'existait pas dans la timeline canon, tu vois. J'ai dit, ok, mais c'est bon, c'est quoi, je supprime cette ligne, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'était que des trucs comme ça, c'était incroyable. Et c'était. Non, mais en plus, ils nous ont fait chier jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont dit ok, pas 1 million. Et après, ils nous rappellent, ils disent bon, entre nous, vous allez utiliser les musiques d'Alien. Donc, faut nous payer $1 million. À chaque fois, ça revenait le $1 million, je sais pas. Bref, en tout cas, ça s'est pas fait. Mais j'ai travaillé sur Alien, j'ai travaillé sur X-Files. X-Files, c'était marrant parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur X-Files. C'est-à-dire, j'ai commencé à re-regarder les trucs. J'ai une Bible X-Files là chez moi. Et en fait, j'avais un concept. Je pense que c'était possible. Je pense que j'aurais pu le faire et je pense que j'étais hyper chaud. Vous avez, regardez parmi mes tweets que j'ai fait récemment parce que j'ai tweeté un visuel et c'était vachement beau. Et ça aurait été un simulateur, un truc qui créait à l'infini des scénarios d'X-Files. C'est-à-dire qu'en fait, X-Files, en gros, les scénarios des épisodes, c'est toujours un peu la même chose. Il se passe un truc inconnu dans une ville d'Amérique. Il y a des indices qu'on génère aléatoirement pour remonter les trucs. Et t'as Mulder qui va plutôt vers de l'irrationnel, t'as Scully qui va plutôt vers du rationnel, mais ces indices qui concordent. Et à la fin, on pouvait choisir, en fait, secrètement, en fait, on choisissait si c'était irrationnel ou rationnel, et le joueur devait effectivement choisir une piste plus qu'une autre et conclure l'histoire ou pas. Mais c'était un truc infini, c'est-à-dire que tu pouvais avoir, tu pouvais jouer tous les jours à ce jeu, quoi. Et je pense qu'on aurait pu le faire. Ça, c'était assez cool. Et j'ai travaillé aussi, alors pour ceux que ça intéresse, j'ai travaillé avec Rebellion sur Judge Dredd. Ah non, pas Judge Dredd. Si, attends. En fait, il y a un truc dans l'univers de Judge Dredd, je me souviens plus ce que c'était. Ah, Strontium Dog. C'était pas très connu. C'est un spin-off de Judge Dredd. Strontium Dogs. Donc très anglais, voilà. C'était pas mal. C'était une histoire de voyage dans le temps. C'était plutôt cool. J'ai bien aimé. Voilà. Et donc pendant, j'ai bossé. J'ai fait aussi un, comment ça s'appelle, dans Alien quand ils ont refusé la propale. Enfin pas que quand c'est parti en couille en fait. Ils m'ont demandé un truc plus simple et j'ai eu une illumination. Et vous allez voir, trop bien. Enfin, genre, ça s'emboîte, mais ouf. Un alien, enfin un loup-garou skinné alien. C'est-à-dire que t'as un mec qui a un alien dans le bide, tu vois, et dans les joueurs. Ça c'était, je pense qu'il y avait un truc, voilà. Mais bon, bref. Ouais, il y a, en fait, Judge Dredd, ça appartient à un univers global qui s'appelle 2000 AD, qui est un univers anglais, parce que Judge Dredd c'est anglais. 2000 AD, c'est un peu le Marvel en britannique. Et dans 2000 AD, t'as Strontium Dogs, qui c'est des super-héros, mais un peu punk. C'est-à-dire, à chaque fois, le héros n'est pas iconique d'une valeur comme Captain America qui défend l'Amérique, quoi. Mais il est plutôt la satire d'un système. Voilà. Bref, enfin, c'est très 1984 en conte Marvel, quoi. Mais c'était intéressant, mais j'aurais préféré travailler sur des héros anglais. Français. Et si vous voulez écouter du Strontium Dogs, lire du Strontium Dogs, vous pouvez acheter sur Amazon, ou si un jour vous allez à Londres, vous allez dans Forbidden Planet, un super bouquin. Voilà. Et ouais, c'est malin, hein, Alien Loup-garou. Avec en plus, tu vois, comment ça s'appelle, tu sais, dans Alien, en fait, l'androïde qui travaille pour la Weyland Yutani, il est pour protéger l'alien. Tu vois, donc ça aurait fait des alliances un peu comme ça, avec les rôles secrets, quoi. Voilà, bref. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. X-Files en procédural, c'est assez simple. Je suis désolé, je suis en train de m'étouffer ce soir. Vous me voyez en crise de stress, c'est très bien. Et voilà. Non, les silons, c'est pas dans Alien. Voilà. Alors, il y a aussi une idée que j'ai proposée dans Alien, et je suis assez fier de cette idée. Et je pense que c'est une idée qui est très bonne. Voilà. Et si un jour vous travaillez sur Alien, ce que je ne vous souhaite pas, je vous invite à l'utiliser parce que je la trouve bien. C'est que dans la mythologie alien, les aliens, donc les xénomorphes, ils ont été créés par la race des ingénieurs. Et les ingénieurs, ils ont créé d'autres trucs. En fait, ils ont créé une série d'armes, les ingénieurs. C'est cette idée que le xénomorphe est une arme. Voilà. Et qu'ils ont créé d'autres trucs. Et dans la proposition que j'ai faite, qui était un Out There Skinny Alien, en fait, l'idée c'était de poser la question de dire
les ingénieurs étaient une nation homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de clan chez les ingénieurs, et pourtant ils créent des armes ultra puissantes. Pour se, pour se défendre de qui? Oui, tout va bien. Ça va. Pour se défendre de qui? Voilà. Donc, donc voilà, c'était cette idée-là. Donc, euh, euh, ouais, ça va, vous inquiétez pas. Non, pas des prédateurs. Je pense que. Oui, c'est ça, ils ont créé plusieurs armes. Et il y a ce côté. Non, il y a ce côté. Il y a une menace cachée qui est quelque part et qui est tellement puissante que. D'ailleurs, les ingénieurs ont disparu peut-être parce qu'ils ont. Peut-être parce qu'ils étaient confrontés aux xénomorphes, mais peut-être face à autre chose. Et, et donc. Non, pas se défendre des humains parce que les humains aussi sont. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous comprenez bien Alien, Prometheus, en fait, les ingénieurs, ils ont créé les humains, et si les humains gagnent contre les xénomorphes, une sorte de darwinisme de l'arme, l'humain sera l'arme ultime de la race ingénieure pour lutter contre quelque chose, mais contre quoi? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la question que je posais, quoi. Voilà. Et je pense que, je pense qu'il y a une idée puissante là derrière. Voilà. Ah, je suis désolé, je suis fatigué, j'aurais aimé être plus que ça. Mais j'ai pas envie de vous quitter. Vous savez que quand je vais arrêter ce stream, c'est fini, on se voit pas pendant une semaine. Moi, je suis trop triste. Je vous aime pas tous pareil. Il y a des gens que j'aime beaucoup plus sur ce stream, mais voilà. Et donc, bonjour tout le monde, vous êtes tous très gentils. Et non, pas Go Nuit Blanche par contre, hein, parce que demain je dois répondre à World of Warcraft parce que j'ai commencé à faire un pitch et à d'autres personnes. Non, sauce blanche peut-être, mais pas nuit blanche. Va te faire un café. Alors c'est marrant parce que c'est marrant que tu parles de café. Moi, je bois jamais de café. Pas une goutte de caféine en moi. Je bois un petit coca de temps en temps. Mais le café, pour moi, c'est ma bombe nucléaire. C'est-à-dire que je bois du café quand j'ai vraiment besoin de faire une nuit blanche. No, never. Mais je sais que la nuit blanche, ça me tue les neurones. Je le fais pas. Et la... euh, j'ai bu un café il y a 4 ans. Et j'ai pas bu le café, j'ai juste fait comme ça, tu vois. Fait un sip de café, tu vois. Et je l'ai posé, et j'avais le cœur qui faisait bam, 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 bam. J'ai des palpitations toute la journée. Je suis un enfant, moi. Je suis un enfant de 6 ans. Hein. Je suis hyper sensible. Hein. Donc, voilà, c'est donc, je ne fonctionne pas au café. Voilà. Merci beaucoup, Lazare, ça me fait plaisir. Ouais, mais ouais, 40 ans, c'est compliqué. Moi, je dors bien. En fait, je sais pas si vous êtes des gens angoissés la nuit. Moi, bon, j'ai eu des soucis cette année, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé de faire des nuits blanches, voilà, de soucis. Mais c'est assez rare. Et en fait, je vous le dis aussi, c'est un peu mon truc. C'est peut-être que ça vous aidera, peut-être que ça vous aidera pas du tout. Mais un jour, j'ai lu une phrase de Philippe Cadic. Excusez-moi, je suis fatigué. Ouais, j'ai lu une phrase de Philippe Cadic qui m'a permis de passer une bonne nuit. Et Dieu sait que c'était un drogué. Il a dit: aucun problème ne se résout au milieu de la nuit. Et je pense qu'il avait raison. C'est-à-dire que, en fait, quand tu as des angoisses ou que tu as peur de quelque chose, c'est que tu es face à un problème. La seule façon de dissoudre ce problème, c'est de l'affronter, c'est de le résoudre, de travailler dessus, d'avancer. Moi, en l'occurrence, en ce moment, mon problème, c'est que j'ai trop de travail. J'ai vraiment beaucoup trop de travail. Je fais une bêtise là, mais bon, bref. Et en fait, là où Philippe Cadic a raison, c'est que quand tu es en pleine nuit et que tu es fatigué, tu peux pas travailler sur ton problème. Les gens, tu peux pas leur téléphoner. Il n'y a pas de plombier, il n'y a rien. En fait, la chose la plus efficace que tu peux faire pour résoudre tes problèmes la nuit, c'est de dormir. C'est-à-dire que si tu veux vraiment combattre tes problèmes, leur donner une solution, le meilleur truc que tu puisses faire, c'est de dormir. Voilà. Donc, voilà, c'est le conseil de Philippe Cadic, et grâce à ça, je passe des bonnes nuits. Voilà. Après, c'est vrai que parfois on a très peur et c'est compliqué. Et souvent aussi, je rêve de contrôle de maths. Enfin, plutôt au niveau prépa, tu vois. Mais c'est. L'autre jour, comment ça s'appelle? On m'a posé une énigme de maths et je l'ai résolue. C'est d'un bon niveau.
qui était de dire quel est le comportement de deux variables aléatoires qui suivent indépendantes, qui suivent une loi gaussienne. Donc le rapport de ces deux variables, quel est le comportement? Et j'ai résolu comme ça, tu vois, genre. Mais c'est ça, c'est facile à faire, tu vois. Du coup, ça m'a rempli de fierté. Et maintenant, en fait, quand je rêve de problèmes de maths ou de cols de maths, je sais pas si vous avez fait des cols de maths, mais c'est vraiment l'angoisse. Les cols, c'est quand tu es seul au tableau avec le prof. Souvent, j'ai ce problème que j'arrive pas à résoudre et je dis, mais attendez, je vais vous résoudre un autre problème et je résous le problème des variables aléatoires. Parce que ça a été ma petite victoire. Voilà. Et donc, c'est assez marrant. Et à un moment, j'ai eu aussi, comment ça s'appelle, j'ai eu mon diplôme. Et ça, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc ça, je m'en souviens. Et quand je rêve que je passe mon bac, je dis, bon, je le passe, mais en fait, j'ai déjà mon diplôme, tu vois. Donc, c'est juste pour le luxe. Voilà. Des cols d'histoire. Je pense que si tu as des cols de philo, tu as rarement des cols de maths. Hein. C'est pas, il n'y a pas de colle. Ah oui, peut-être en école de commerce. Bon, c'est un peu de truc. Mais les parties de n non dénombrables. Si vous aimez bien les maths, j'aimerais bien j'ai fait une émission qui est sur un sujet fantastique un jour. Je vous invite, même si vous aimez pas trop les maths, j'ai un podcast sur les maths. Ne l'écoutez pas. J'ai un podcast sur les maths qui s'appelle Trajectoire. Ne l'écoutez pas parce que c'est un podcast qui n'est pas de vulgarisation. Mais on a fait un trajectoire qui est fantastique sur le problème de Kakeya. L'énigme de Kakeya. Voilà. C'est une énigme qui a été posée par un japonais, Kakeya. Et c'est un véritable roman policier, c'est-à-dire que ça commence par une énigme qui est ultra simple, que tout le monde peut comprendre. Salut Lou Label. Kakeya. K-A-K-E-Y-A. Et c'est en plus dans le podcast, on vous donne les liens vers un bouquin gratuit sur le sujet qui est incroyable. Tout niveau. Hein. Et donc l'énigme de Kakeya, elle est ultra simple, je vais vous la poser. Tenez. Si vous savez, vous répondez pas. Donc, vous avez une surface plane, enfin, vous avez un carnet comme ça de pouce souffle, et vous avez un crayon. Attendez, vous arrivez à le voir ou pas? Ouais. Et donc, le crayon, vous pouvez le déplacer comme vous voulez sur cette surface. Mais on peut imaginer qu'il est très grand. Hein. Il est très très grand. Et le but, c'est que le crayon qui est comme ça au début, en fait, il se retrouve dans cette position-là, donc la tête en bas. Et quand vous faites ça, vous voyez, vous pouvez le bouger de toutes les façons pour qu'il soit la tête en bas. Et quand vous faites ça, il faut que la surface que vous avez touchée avec le crayon, là, vous voyez, c'est un cercle, il faut qu'elle soit le plus petit possible. Et donc par exemple, on commence, on dit, voilà, on retourne, on a un cercle. Mais est-ce qu'on peut faire plus petit? Et toutes les missions, c'est un mathématicien qui est expert là-dedans, et qui à chaque fois montre comment faire plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Tu vois, ça va vraiment plus petit, plus petit, plus petit. Et à un moment, on arrive à quelque chose qui est pas bien grand, et tout d'un coup, il y a un twist, mais incroyable. C'est genre le twist, un peu comme quand on a découvert un lien entre le théorème de Fermat et les formes modulaires. Alors, je me la pète un peu, tu vois, mais en gros, un twist. Mais je vous dis, il y a un twist en fait entre ce problème et la répartition des nombres premiers. Et moi, les nombres premiers, c'est mon kink, tu vois. C'est vraiment, moi, c'est la grande énigme de l'univers que j'aimerais résoudre. On peut faire beaucoup plus petit, tout à fait. Je te donne, par exemple, Timal, en plus petit. Non, tu es toujours en 2D, hein, tu déplaces le truc. Par exemple, en plus petit, mais juste en dessous plus petit, il y a ce qui s'appelle le triangle de Reuleaux. C'est-à-dire, tu bouges un tiers comme ça, un tiers comme ça, un tiers comme ça. Et ça fait un triangle, du coup c'est pas tu vois, tu le déplaces en partie et ça fait c'est un triangle avec des ronds. Et après tu peux faire avec des étoiles, je ne gâche rien, tu vois, il y a des tas de techniques qui vont de plus en plus petits. Et à la fin le twist final, c'est que c'est un lien avec les nombres premiers, c'est incroyable. Rien à voir avec Euler. Voilà. Le podcast s'appelle Trajectoire, ouais, tout à fait. Non, rien à voir avec Euler. Il n'y a pas du tout... Non, mais c'est un problème qui est sympa parce que tu peux y réfléchir. Tu peux dire, toi, tu peux vraiment avoir ton stylo sur la table et tu dis, ok, comment je le déplace, tu vois. Et alors,
Mieux que ça, je vais vous parler du livre. Le livre, ça s'appelle En cheminant vers Kakeya. Kakeya. Vous pouvez le taper. Vous allez arriver sur une page où il y a un PDF que vous pouvez acheter si vous voulez. Mais il y a aussi une version gratuite si vous voulez l'avoir gratuite. C'est légal, hein, le mec il l'a donné. Et c'est très très bien parce que c'est un bouquin qui avance de plus en plus loin sur cette énigme en vous disant la réponse à la fin. Et même après, il va plus loin que la réponse. C'est ça qui est intéressant. Et notamment le twist avec la répartition des nombres premiers. Et dans ce bouquin, en fait, on avance dans différents domaines des mathématiques. D'abord la géométrie, ensuite le calcul infinitésimal, etc. Donc c'est très très intéressant. Et ouais, exactement. Le livre s'appelle En cheminant vers Kakeya. Non, on peut pas soulever le crayon. Tu es obligé de le déplacer. Mais alors, je te donne un truc si tu veux vraiment pousser le vice. On est dans le monde des mathématiques, c'est-à-dire que le crayon, tu peux le déplacer très haut. C'est-à-dire tu peux dire, je le monte d'1 kilomètre, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, si tu le montes d'1 kilomètre et que tu le bouges de un tout petit angle, vous voyez, donc ça recouvre juste un petit angle, et après tu le redescends d'1 kilomètre, tu vois, il a vachement bougé de place, il a eu un tout petit angle, voilà. Suivre la tangente d'un cercle, t'es pas loin, Blue Sky, hein, ça avance bien. C'est pas tout à fait ça, mais t'as le truc dans la tête, voilà. C'est tout à fait accessible. C'est tout à fait accessible avec quelque chose au maths. Mais je vous invite à écouter l'émission qui dure 2 heures parce qu'elle va très lentement. Bon, après, elle est sonore. Donc, et vous pouvez en même temps faire les schémas. Et le bouquin est. Enfin, sauf la dernière partie qui est un petit peu compliquée parce qu'elle parle de l'actualité des mathématiques, d'un théorème qu'on a découvert en 2010 là, mais et de la densité des nombres premiers, c'est un petit peu compliqué, mais à part ça, si vous voulez, jusqu'à la somme, c'est-à-dire la surface de l'air total, de l'air minimal, elle est incroyable. Ce bouquin, il a changé ma vie. Voilà, j'ai adoré. Et sur voilà, un pantin rigolo, voilà. Les crayons Ikea. Voilà. Le crayon, oui, dans le crayon, on n'a pas d'épaisseur. Donc effectivement, le crayon, par exemple, quand vous le faites bouger comme ça, il est sur une droite. Là, quand on le bouge sur la droite, le long d'une droite, il recouvre 0. Voilà. Mais même, en fait, en vrai, à un moment, ça tombe dans les dimensions. Vous savez, on connaissait la 3e dimension. Voilà. Alors, je ne parle pas de la 4e dimension, mais du coup, là, vous connaissez la 2D, la 3D, la 1D, et là, à un moment, on parle de dimension décimale. C'est-à-dire qu'on est en dimension 1,99999, tu vois. C'est vraiment très étrange. Les dimensions décimales, moi, ça me fait un peu rêver. Et je rêve aussi, mais je sais pas, j'ai pas le niveau en maths, de dimensions imaginaires. Ça me plairait bien. Le livre, tu tapes En cheminant vers Kakeya sur Google, PDF, et tu tombes dessus. Voilà. Sinon, il est dans l'émission. Voilà. Non, je crois que c'est les éditions de l'école normale, un truc comme ça. Alors, j'aime pas trop la mécanique quantique parce que je trouve que les gens disent un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pas des bons souvenirs, la mécanique quantique. Parce que c'est des choses que j'ai fait en prépa, du coup, et j'aime pas trop ça. Je préfère les maths. J'aime bien la dualité onde corpuscule, tout ça, tu vois, c'est un peu délire. Enfin, je trouve ça intéressant parce que si un atome, un photon, il peut être onde et corpuscule en même temps. Je veux dire, nous-mêmes les humains, enfin tu vois, on peut être différentes personnes. Enfin, tu vois, on peut avoir plusieurs apparences. Voilà. L'intrication, on a fait une trajectoire sur l'intrication. C'est intéressant. La théorie du tout, elle n'existe pas pour le moment. S'il suit un cercle d'1 milliard de kilomètres, il peut approcher une valeur neutre. Oui, alors Roberto Chico, il dit si on met le crayon qui suit un cercle d'1 milliard de kilomètres, tu vas avoir 2 problèmes. C'est que ton crayon, tu vas pas le retourner à sa place, mais tu vas le retourner, mais il sera à 1 milliard de kilomètres sur la droite. Nous, on veut qu'il soit sur la même place. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Non, mais merci Araignée d'écouter Trajectoire, c'est un peu compliqué. Mais Trajectoire Kakeya, il est... Voilà. Non, c'est beaucoup avant. Nombre premier SAS, je l'ai écrit en 2007.
c'était une époque où la cryptographie utilisait encore les nombres premiers pour crypter, et où Google a commencé à arrêter le nombre premier parce que justement il y avait des failles. Et aujourd'hui, on utilise d'autres méthodes de cryptographie. Voilà. J'étais assez honoré parce que du coup, je travaillais avec un cryptographe semi-expert, en tout cas un mec qui a fait une thèse. Je crois qu'il a fait Normal Sup. Non, je confonds. Il est agrégé en tout cas. Il a fait une thèse sur la crypto. Et il m'a écrit, il m'a dit en fait, tout est bien dans ton livre. Quoi. Tout est plausible. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Quoi. Merci Blue Sky. Ouais, il est très bien. Hein. Ouais. Non, mais l'intrication, il n'y a pas. Enfin, ça marche. Hein. En fait, l'intrication quantique, ça fonctionne. C'est la base de l'informatique quantique. C'est la base de ça. Merci Sharky. Allez, à bientôt. Bon, écoutez, moi aussi, je vais y aller. Alors, je vais vous demander, comme d'habitude, 5 minutes, parce qu'on va raider quelqu'un. Hein, vous dites, je t'aime trop, et on va se casser. Alors, attendez, il y a qui? Il y a Dérive. Mais Dérive, on l'a déjà raidé. Hein. Oh, bah, il y a le pauvre Daz. On va le raid. Comme ça, vous lui dites un petit. Ah non, il y a Alès Blaise. On va raider Alès Blaise, ok? On va raider Alès Blaise. Alors, avant de vous quitter, je vous le dis une dernière fois, vous allez me manquer pendant une semaine. Je vous fais des bisous. Il y en a qui vont me manquer plus que d'autres. Et pensez à moi, ok? Pensez à. Moi, je penserai à vous. Et. Voilà. Ouais, vous pourrez dire les mots interdits dans mon hommage. Et il y a un truc aussi que j'aimerais que vous fassiez. Alors. Vous savez, je fais souvent des farces. Il y a une farce que j'aimerais bien que vous me fassiez à mon retour. C'est que quand je vais lancer un stream, vous me disiez t'es qui? Genre t'es qui, je te suis, t'es qui? Tu vois, je te connais pas. Oh là là, tu vois, genre vous m'avez oublié, tu vois. Je peux pas, tu vois, ce sera. Je pense que ce serait une bonne blague. Ça me ferait. Ouais, voilà, ça me fait plaisir, vous allez me manquer. Bon, je posterai un peu sur Twitter, donc. Hein. On va faire Alès Blaise, les pauvres, c'est cool. Daz, on le raidera ensuite, ok. Pour Alès Blaise, si vous connaissez pas le Cozy Corner, c'est top. Vous leur dites que c'est Fibre Tigre qui vous envoie et vous faites plein de bisous aux gars du Cozy, et je les adore, et j'adore leur émission, et je vais les écouter dans le TGV, ça va être trop bien. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et vous allez voir, ce qui est drôle, c'est que Médoc, c'est le sosie de Daz. Donc, en fait, un peu en weeb, mais voilà. Allez, je vous fais des bisous. C'était super d'être avec vous. À bientôt. Je vais essayer de respirer maintenant.